Il s'attendait à rentrer et trouver le luxe. Au lieu de ça, des rues vides, un trésor public en faillite et des nobles en pleine rébellion. Alors le prince héritier fait la seule chose logique. Il décide de gagner de l'argent par tous les moyens nécessaires. Réforme fiscale, accord douteux et peut-être même une petite discussion avec le roi des démons. Et d'une manière ou d'une autre, chaque décision commerciale impitoyable le transforme en sauveur de la nation. Il n'essaie pas d'être un héros, il essaie de faire du profit. C'est parti! L'histoire commence avec notre protagoniste qui pense que le monde tourne autour de l'argent, que ce soit une personne ou une chose. Si quelqu'un a de l'argent, il peut se l'offrir. Il est le prince du royaume de Jurgen. Il a aiguisé son épée et a étudié dur. Cela lui a permis de décrocher la place de deuxième meilleur étudiant à la plus haute académie de l'Empire. Tout ça dans le but de sortir le pays de la pauvreté. Il a lâché son sac de surprise, est tombé à genoux et a demandé « C'est une blague. C'est vraiment ça le royaume de Jurgen. » Après 10 ans, voilà à quoi ça ressemble. Avec une expression triste, il s'est dit qu'on lui avait annoncé que son père était malade et qu'il s'était dépêché de rentrer au pays, mais même s'il avait eu autre chose à faire, il serait quand même rentré chez lui. Se sont-ils fait attaquer? Maintenant que j'y pense, la plus grande puissance du continent, l'Empire Mnus, se trouve au nord. Au sud, il y a le royaume des démons de Tieristo. Cependant, si c'est l'Empire, alors nous aurions déjà été conquis. Si c'est le royaume des démons, il est difficile de maîtriser leurs dégâts. Toutefois, il y a de nombreux territoires contrôlés par des tribus à l'est et à l'ouest de notre royaume. S'ils avaient été attaqués par un autre État, il est étrange que les nobles n'en aient pas fait part. Il a remarqué un vieil homme qui marchait dans la rue, s'est excusé et lui a demandé s'il pouvait lui poser une question. Il s'est approché de lui et lui a dit qu'il revenait en ville après 10 ans d'absence. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Le vieil homme a répondu que la raison de ce déclin était l'aristocratie. Le vieil homme a ajouté « De plus, on dirait qu'ils n'ont pas de chef clair. » Surpris, le prince lui a demandé d'une voix forte comment il savait ça. Le vieil homme a soupiré et a dit qu'il l'avait compris dès qu'il l'avait vu. Le prince y a réfléchi. Peut-être que les nobles se sont rebellés. Ils interfèrent avec mes plans. Attends, puisque le pays est dans une situation difficile, si je lance une réforme, tout le monde entendra parler de moi. Les gens seront heureux de payer des impôts sous mon règne. C'est un peu en avance sur mes plans, mais il faut aller de l'avant, tout ça pour l'argent. Il a remercié le vieil homme et lui a dit qu'il pouvait lui confier le reste. S'il était décidé à faire ça, il devait se rendre immédiatement au château de son père. Le vieil homme fut très surpris par ce qu'il entendit et demanda à voix haute s'il était vraiment le seigneur Alf. Plus tard, Alf atteignit le château, se rendit dans la chambre de son père et l'appela. Son père, allongé sur le lit, l'appela par son nom et lui dit que c'était une bonne chose qu'il soit venu. Il était embarrassé de le dire, mais il semblait que c'était bel et bien un soulèvement de la noblesse. C'était le début de la fin et qu'il devait y mettre un terme. Il s'est approché de son père et lui a dit que le pays n'était pas encore complètement tombé en ruine. Son père lui a dit qu'il était mourant et que c'était la raison pour laquelle il l'avait fait venir. Il serait le prochain roi et il lui confiait le soin de leur pays. Il s'est incliné à accepter et a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Il est allé dans son bureau privé, s'est tenu devant une table et a constaté qu'en fin de compte, le trésor avait été pillé et que la plupart des actifs avaient disparu. Dans de telles circonstances, c'était même risqué de se considérer comme un pays. Avec autant de fermiers, il est impossible de couvrir leurs propres besoins alimentaires. Il ne reste qu'un seul homme, un certain Ignote. Il s'est dit qu'en parlant de lui, c'était l'un des 3 grands hommes qui défendaient le royaume de Jurgen. On dit qu'il peut affronter 1000 soldats à lui tout seul. Cependant, où peut-il bien être maintenant? Il doit aussi lever des fonds. Assurer les ressources humaines et la nourriture est leur priorité absolue en ce moment. Plus tard, le protagoniste marchait dans une rue de la ville et s'est dit qu'après tout, il restait encore quelques magasins qui n'avaient pas fermé. S'il n'y a pas de marchands, alors il n'y a pas d'argent qui rentre dans les caisses. Il faut au moins garder les marchands qui sont encore là. Il est entré dans la boutique et a demandé comment allaient les affaires. Le marchand s'est retourné et lui a demandé ce qu'il voulait. Il était occupé à fermer boutique pour de bon. Il s'est présenté et a annoncé qu'à partir de ce jour, il prenait le contrôle du pays. Il a vidé les bijoux de son sac sur la table et a demandé s'il voulait bien acheter cet article. Le marchand a accepté et le prince a demandé « Pas mal, non, c'est un objet précieux avec un motif royal, n'est-ce pas? Nous en avons besoin pour reconstruire notre pays. C'est pourquoi je ne le regrette pas. » Il s'est excusé et a dit qu'il devait retourner à la préparation des ressources. Le marchand lui a demandé « Vous quittez le pays maintenant. » Le marchand a acquiescé d'un ton confus, disant que les marchands sont des gens qui recherchent toujours un plus grand profit. Le prince a répondu avec une expression calme que dans ce cas, il était tranquille. « Ils resteront là où ils peuvent gagner de l'argent. Je m'en occuperai. » Le marchand perplexe a interpellé le prince et a dit « Mais si le pays est dans un tel état… » Il n'a pas eu le temps de finir car le prince s'est penché vers lui et a déclaré d'un ton sérieux qu'il allait reconstruire le pays. Et en plus de ça, s'il reste, il fera de sa boutique le fournisseur officiel du royaume. Il le regarda surpris et dit qu'il comprenait et qu'il allait donc parier sur le prince. Il accepte ses décorations.
Le prince demanda cependant s'ils avaient une chance de gagner. Le marchand répondit que bien sûr il lui montrerait tout ce qu'il pouvait. Cependant, s'il apprenait que le prince avait perdu, il quitterait le pays. Ils se serrèrent la main après quoi il partit à cheval dans la forêt en pensant que les négociations avec le marchand s'étaient bien déroulées. Le reste est un problème de nourriture en attendant que les chances et l'économie soient pleinement développées. Il doit traverser cette forêt perdue, se rendre au royaume des démons et demander leur coopération sous forme d'aide alimentaire. Il a entendu dire qu'il y avait des monstres assez puissants là-bas et que même traverser cette forêt était une tâche très difficile. Cependant, l'avenir de leur royaume en dépend et cela affectera sa vie. Il remarqua une jeune fille qui courait vers lui. Il descendit de son cheval, saisit son épée et se demanda si c'était un démon ou un humain. Peut-être que quelqu'un était en train de migrer. Elle hurla et tomba à terre devant lui. Il rengaina son épée pensant qu'un ennemi ne présenterait pas un dos aussi vulnérable. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle et lui demanda si elle allait bien. Elle répondit par l'affirmative, disant que tout semblait aller. Il n'y avait que l'armée du roi démon. Il pensa avec une expression calme qu'il était évident qu'elle était poursuivie par des démons. Il ne savait pas qui était cette fille, ni pourquoi on la poursuivait, mais il pensait qu'elle connaissait le chemin à prendre dans la forêt. Il se présenta comme le prince du royaume de Jurgen et lui demanda si elle fuyait le royaume des démons. Il lui proposa de l'accompagner. Elle demanda si cela ne le dérangeait pas. Il répondit qu'en comparaison des problèmes de son pays, les siens n'étaient rien. Il manquait juste de gens. Il semblait qu'elle connaissait une route sûre vers le royaume des démons. D'un ton inquiet, elle lui demanda à voix haute pourquoi il devait s'y rendre. Peut-être voulait-il la livrer. Il répondit qu'il devait discuter de quelque chose avec le roi démon. Il parlerait d'elle aussi pour qu'elle n'ait pas d'ennui. Elle lui demanda s'il pouvait vraiment le faire. Il dit qu'il n'avait pas le choix car son pays n'avait aucun moyen de survivre. Elle répondit qu'il semblait qu'il était lui aussi contraint de faire quelque chose de similaire. Il allait vraiment l'aider, n'est-ce pas? Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il tiendrait parole. Elle le comprit et dit qu'elle l'aiderait. En échange, elle lui demanda de la protéger. « Je m'appelle Chatisto. Je suis la fille de l'actuel seigneur démon Randall Berto. Enchanté de faire votre connaissance. » Il accepta et pensa « Est-elle vraiment la fille de l'actuel roi démon? C'est vraiment déroutant. C'est vraiment un démon. Seulement elle est née sans cornes, sans ailes et sans puissance de combat. Si elle prenait le parti de son père dans les troubles à venir, elle lui causerait des problèmes. Alors elle a quitté le pays sans prévenir personne. Alel pensa qu'en effet le royaume des démons avait du pouvoir et que la présence de cette fille pourrait être la faiblesse du roi démon. En bref, il tenait là sa meilleure arme de négociation. Il l'aida à se relever et lui dit que tout allait bien. Il serait ravi qu'elle vienne dans son pays. « À partir de maintenant, je te nomme mon assistante principale. » Elle accepta d'un air confus et dit qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir. Après cela, ils atteignirent le royaume des démons de Tisto et elle dit que c'était ici. Ils traversèrent le château et il demanda « Le roi démon est à l'intérieur, n'est-ce pas? » Elle confirma et lui dit de la suivre. Elle ne pensait pas que ce serait si facile d'entrer. Ils continuèrent d'avancer dans le couloir quand ils entendirent quelqu'un crier fort. Le démon qui gardait la porte demanda à voix haute « Que fait cet humain ici? » Il le regarda et se demanda « Suis-je au bon endroit? Comme cela concerne directement le roi, il est particulièrement sur ses gardes. » Il demanda calmement « Ça ne vous regarde pas si j'ai seulement affaire au roi démon. » Le démon demanda avec un regard sérieux. Est-ce qu'il voulait mourir? Le protagoniste s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il en pensait. Est-ce ainsi que l'on traite le consul d'un pays étranger? Voulez-vous la guerre? Il se planta devant lui et dit avec un sourire mauvais qu'il ne perdrait pas, alors ils pouvaient bien déclarer la guerre autant qu'ils le voulaient. Elle s'interposa entre eux et leur cria d'arrêter de se disputer. Elle appela Jagger et lui dit de les laisser passer. Ils avaient affaire à son père. Il voulut protester, mais le prince l'interpella et lui dit qu'il l'avait prévenu. Est-ce normal pour lui de désobéir à l'ordre de la princesse? Elle ajouta d'un ton inquiet que c'était son ordre. Le garde dit avec une expression mécontente qu'il le garderait à l'œil. Sans se démonter, le prince ne protesta pas et le garde claqua la langue avant d'ouvrir la porte derrière lui. Ils entrèrent à l'intérieur. Le roi démon Randall Berto, assis sur le trône, demanda ce qu'il voulait. Peut-être était-il venu pour le combattre. Le prince Nia se présenta et dit qu'il était le consul du royaume de Jurgen. Il était venu pour nouer des liens d'amitié entre leurs pays. Il a dit un peu surpris que les gens voulaient devenir amis avec eux avec ses propositions intéressantes. Yagra a crié à son maître lui disant qu'il n'avait pas à parler à cet individu. Il n'a pas eu le temps de finir car le roi lui a ordonné de se taire. Il l'a regardé et a demandé « Alors quelles sont vos véritables intentions? Une alliance avec les démons pourrait transformer plusieurs nations en vos ennemis. Qu'allez-vous faire à ce sujet? » Alf a répondu que premièrement, il aimerait demander quelque chose. Il a engagé Sho comme son assistante et voulait demander l'autorisation de commencer par cette information. Le roi fut très surpris par cela, mais il a tout de même contenu sa colère et a dit qu'il lui pardonnerait pour cette fois. Mais la démone ne vivrait pas en territoire humain. Alf a nié expliquant que c'était elle qui était très inquiète de la vie dans le royaume des démons.
Il n'a fait que lui tendre la main. Le roi, choqué, a appelé sa fille et lui a demandé si c'était vrai. Elle a acquiescé et a ajouté qu'elle sentait que sa présence ici serait une faiblesse pour lui. Alf a répondu que c'était justement pour ça qu'il voulait la protéger de toutes ses forces. Serait-elle un fardeau? Son pays ne la persécutera pas, c'est exact. Alf a confirmé et a ajouté qu'en plus c'est un pays qui se réforme activement. Randolberto a penché la tête en arrière et a dit que c'était compréhensible. C'est une bonne chose pour le royaume des démons. Il ne peut pas se permettre de ne pas tendre la main à des alliés où vit la princesse de son propre royaume. Eh bien, c'est son décret. Ils ont établi des relations amicales avec son pays. Alf était très heureux, il s'est incliné et l'a remercié bruyamment. Il a demandé « Donc vous avez décidé de nous soutenir, n'est-ce pas ?» Le roi a accepté et a dit que maintenant il voulait demander une aide alimentaire. Alf a demandé s'ils avaient juste besoin de nourriture ou s'ils avaient aussi besoin d'argent. Le protagoniste a répondu « Bien sûr, mais la première chose à faire est de résoudre le problème de la faim. C'est ma priorité absolue. » Quand leurs estomacs sont pleins qu'ils ont assez d'espace pour vivre et du temps pour se divertir. C'est la première étape vers la prospérité du pays. De plus, il y aura des gens qui se plaindront que je leur ai donné des vivres au royaume des démons. Nous pourrons trouver plus de soutien à l'avenir. Randolbert a dit qu'il proposait alors de s'y préparer, mais qu'il avait une condition. Alf était un peu nerveux à ce sujet et a pensé « Ça ne sera pas gratuit, n'est-ce pas? » Il a demandé « Vous n'avez qu'une seule condition. » Le roi a répondu avec une expression tout à fait sérieuse que de temps en temps il viendrait dans son pays pour manger avec sa fille. S'il ne mange pas avec elle, il ne pourra pas garder le moral. Alf a répondu l'air confus que ça ne le dérangeait pas s'il en avait besoin. Après cela, le roi s'est levé de son trône, s'est approché de lui a serré la main et a dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir. Alf a accepté et le roi a pointé son doigt sur le côté en disant qu'il enverrait Jagger comme diplomate jusqu'à ce que les provisions soient prêtes. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Jagger a été choqué par cette décision, mais il s'est tu quand le roi l'a regardé. Le MC a pensé que c'était le début de la reconstruction du royaume de Jürgen et le début de sa nouvelle vie de luxe. Quelque temps plus tard, à l'ouest du royaume, le noble Jarno a demandé à voix haute et avec surprise dans son domaine. Était-il parvenu à un accord avec le roi démon? Son serviteur a répondu que la nouvelle venait de leurs informateurs dans la capitale. Leurs informations sont rarement loin de la vérité. Il espère que tous leurs nobles ne seront pas réprimés d'un seul coup. Leur force ne tiendrait même pas quelques jours contre l'armée des démons. Il a dit à voix haute qu'il devait trouver un héros qui déjouerait les plans du démon. Au même moment, Alf s'est assis sur une chaise à soupirer et a dit qu'il était très fatigué. Shara était en train de nettoyer son bureau et lui a dit qu'il avait clairement exagéré. Si son père avait été de mauvaise humeur, il aurait pu le tuer. D'ailleurs, il a parlé à beaucoup de gens en chemin. De quoi ont-ils parlé? Il a répondu qu'ils avaient parlé de beaucoup de choses. Au fait, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Elle a répondu qu'elle nettoyait parce que tout le château était à l'abandon. Il a dit qu'elle n'était que son assistante. Elle n'avait pas besoin de s'en préoccuper. Elle a rétorqué qu'alors elle nettoierait là aussi. Il lui a dit qu'elle n'avait rien compris. Elle s'est retournée et a dit que dans le château de son père, elle aidait à la cuisine et au nettoyage et qu'elle était douée pour ça. Elle a remarqué qu'il était silencieux avec un air pensif et lui a demandé à quoi il pensait. Il a répondu par exemple à comment attirer les gens dans la ville. Elle a descendu les escaliers et a dit qu'en effet, il y avait peu de monde. À cause de la rébellion de la noblesse, beaucoup de gens sont partis et il n'y avait tout simplement personne pour les chercher. Alors peut-être pourrait-il demander à Jagger de les aider. Un peu plus tard, ils sont arrivés au champ où ils cultivaient la terre et a demandé à voix haute « Est-ce que ça suffit ?» Des personnes âgées se tenaient à côté de lui et ont dit qu'elles lui étaient reconnaissantes. Cette année, ils avaient vraiment beaucoup de mal à travailler. Il a répondu que tout allait bien. C'est le Seigneur qui l'a envoyé ici. Ils l'ont remercié. Le protagoniste et Cheryl se sont approchés. Il l'a interpellé et a dit qu'il avait labouré une si grande surface. Apparemment, ce n'était pas la première fois pour lui. Que dirait-il de ses champs? Il a répondu que tout allait mal. Le sol était presque complètement épuisé. Tous les outils agricoles tombaient en ruine et qu'il ne restait plus personne. Même s'il les aidait, il ne pourrait toujours pas labourer toutes les terres. Il a demandé ce qu'il y avait de mieux à faire dans cette situation. L'autre a répondu l'air grave que c'était très simple. Il devrait donner de l'argent. La terre ne deviendrait pas fertile tout de suite, mais elle pourrait être fertilisée petit à petit. De plus, pour augmenter l'efficacité du travail, ils avaient absolument besoin d'outils corrects. Il a pensé l'air un peu contrarié qu'il allait encore devoir dépenser de l'argent, même s'il s'en doutait bien. Il a alors dit qu'il ferait une liste de ce qui était nécessaire. Il la mettrait à jour dès que possible. Il a accepté, et les vieillards qui se tenaient à proximité ont demandé avec surprise « Est-ce qu'il est sérieux ?» Il s'est tourné vers eux et a demandé s'il avait dit quelque chose d'étrange. Ils ont nié et ont dit qu'ils n'avaient même jamais pensé que les choses pourraient prendre une telle tournure. Il a répondu avec un sourire amical que le moment était venu pour eux de s'unir afin de reconstruire leur propre pays.
Pour l'instant, il s'occupait des problèmes de terre, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. L'autre s'est indigné et a crié qu'après tout, il venait du royaume des démons. Il s'est tourné vers lui et a dit que son propre roi lui avait affirmé qu'il pouvait disposer de lui comme bon lui semblait. Alors est-il vraiment possible de faire 3 récoltes par an? Yagra s'est calmé et a dit qu'avec le climat de ce pays, c'était en principe possible, mais avec les outils actuels, c'était peu probable. Tous les outils étaient dans un tel état et ce n'était même pas le pire. Lui, il a probablement passé son temps à polir ses canons pour les faire briller. Le protagoniste a détourné le regard et a dit que, il n'y avait personne pour les nettoyer car il n'y avait plus de soldats. L'autre est devenu furieux et a crié « Attendez, mais comment comptez-vous défendre le pays dans une situation pareille comme la dernière fois? » Il l'a regardé calmement et a dit qu'il avait une requête à lui faire. Shu s'est approché d'eux, l'a appelé et a dit qu'il possédait de la magie de reconnaissance. Il a accepté et Alf a dit qu'il aimerait lui demander d'utiliser cette magie pour découvrir où se trouvaient les gens. Il a compris et a dit que s'il ne se trompait pas, il y avait un peu plus de 10 personnes à proximité dans la forêt. Il l'a remercié pour son aide et a dit qu'il allait aller directement à leur rencontre. Pendant son absence, pourrait-il garder un œil sur tout? L'autre a répondu d'un ton grave que si la dame était blessée, il n'y aurait aucune pitié. Ils sont entrés toutes les deux dans la forêt et elle a dit que d'après Yagra, les gens se trouvaient quelque part par ici. Il a acquiescé affirmant qu'il ne s'était pas trompé. Elle a alors demandé où ils étaient passés. Il a montré du doigt les buissons voisins et a crié à tous ceux qui se cachaient dans le fourré de sortir. Plusieurs personnes sont sorties de leur cachette et l'une d'elles a demandé ce qu'il leur voulait. Il a répondu calmement que bien sûr il était venu pour les convaincre de retourner dans leur pays. L'homme a crié qu'il devait partir d'ici, qu'il ne reviendrait pas. Il était sûrement comme les autres. Comment allait-il leur prendre leur argent honnêtement gagné? Le protagoniste a demandé « En disant cela, vous parlez des nobles, c'est bien ça. » L'homme a crié que le roi qui avait permis ça était sûrement de mèche avec eux. Le protagoniste a serré le poing, mais s'est soudainement incliné devant eux et a dit qu'il s'excusait. Cela les a déconcertés et ils ont demandé pourquoi il s'excusait au juste. Il parlait du roi et des nobles. Il s'est alors présenté et a dit qu'il était en partie responsable du déclin du pays. Il a pensé l'air triste que lorsque son interlocuteur était furieux, c'était une méthode efficace. Une simple courbette ne coûtait rien. Ils l'ont reconnu et il a poursuivi en disant que même si son royaume leur avait causé tant de tort, il leur garantirait une vie normale à l'avenir et leur fournirait du travail. Ils n'auraient pas non plus de problème de nourriture. Ils pourraient le contacter à tout moment pour n'importe quelle question. Alors que pense-t-il de ces conditions? C'est toujours mieux que de se livrer au banditisme dans les forêts. Qu'en pense-t-il? Après réflexion, ils ont finalement accepté de retourner en ville. Ils se sont serrés la main et il s'est dit que l'affaire était dans le sac. Il avait maintenant de la main-d'œuvre fraîche. Au même moment, dans son domaine, Yarno riait d'un air suffisant en disant qu'une belle bande de volontaires s'était rassemblée. Apparemment, la nouvelle de l'opération contre le roi démon s'était bien répandue. Ils donneront au chef d'escouade 100 pièces d'or. Il doit leur promettre ça. Il doit leur apporter les armes et les équipements de la capitale. Ceux-là même qu'ils ont essayé de vendre sans en tirer la moindre pièce. Son serviteur a acquiescé, disant que même si les épées étaient en mauvais état en les leur donnant, il montrait clairement ses intentions sans rien cacher. Quelque temps plus tard, le protagoniste se tenait dans l'entrepôt. D'un air songeur, il a dit que la situation était terrible. Les hommes qui l'avaient ramené de la forêt revêtaient des armures de soldats. L'un d'eux l'a interpellé pour lui demander ce qui se passait. Il a répondu que bien qu'il s'attendait à ce que les entrepôts aient été pillés, il n'imaginait pas que ce serait à ce point. L'homme a répondu qu'ils étaient déjà heureux qu'il leur fasse confiance à eux qui vivaient de banditisme. Il était inquiet et s'est dit que puisqu'ils étaient peu nombreux, il devait leur acheter de l'équipement pour augmenter leur puissance de combat. Cependant, il n'y avait pas d'argent pour cela, alors il l'améliorerait progressivement. L'un des hommes a dit qu'à ce propos, ils aimeraient rencontrer les autres soldats. Il a répondu que ce ne serait pas possible. Ils étaient les seuls guerriers au château en ce moment. Ils en furent choqués, mais il a calmement ajouté que ce n'était pas surprenant. Après tout, les nobles avaient tout emporté du château. L'homme a dit qu'il avait entendu dire que M. Ignat était resté au château. Il a compris de qui il parlait et a dit qu'à son retour au pays, il n'avait pas vu ce chef d'escouade. Peut-être qu'il était dans un autre pays ou qu'il avait rejoint les nobles. Il ne le savait pas encore. Peut-être même qu'il s'était perdu quelque part, bien que ce soit peu probable. C'était un adulte après tout. Il y a réfléchi. Était-il vraiment l'un des 3 principaux défenseurs, a-t-il demandé. Dans ce cas, l'un d'entre vous pourrait-il le retrouver? L'un d'eux s'est porté volontaire et il a dit qu'il devait trouver les autres en même temps. Il serait bon de trouver Pépépel et Marinette aussi. Il a accepté avec enthousiasme et a dit qu'il demandait alors la permission de partir sur le champ. Le héros a dit que le reste des soldats devaient monter la garde aux portes du château et patrouiller en ville à la recherche de personnages suspects. Les soldats ont accepté. Il a détourné le regard et a demandé « Vous étiez des fermiers avant, n'est-ce pas? »
Les hommes ont confirmé et il a ajouté qu'il aimerait leur confier le travail de la terre. Ils devaient le suivre. Ils sont arrivés au champ. Il a vu les outils et s'est dit qu'apparemment il avait déjà tout préparé. Yagra a dit qu'il ne faisait pas ça pour lui. Tout ceci est nécessaire pour cultiver les champs. Il a demandé combien d'argent était nécessaire pour cet équipement. Il a regardé les gens qui se tenaient derrière lui et a dit que 8 pièces d'or suffiraient. Le héros a dit qu'il lui serait redevable. Dès que l'argent serait disponible, il le rembourserait immédiatement avec intérêt. Yagra s'en est indigné et a dit d'une voix forte que seulement 8 pièces d'or, rien de plus n'était nécessaire. Il s'est tourné vers les fermiers et a demandé s'ils comptaient suivre ses instructions. Ils ont été surpris par cette question et ont demandé à voix haute s'ils devaient vraiment suivre les ordres de ce démon. Cette réaction l'a mis en colère et il a demandé ce qu'il venait de dire. Alf l'a pointé du doigt et a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Il a peut-être une sale gueule et ressemble à un vrai démon, mais au fond, c'est un bon gars. Il s'est tourné vers lui et a dit d'une voix forte qu'il ne l'aidait que sur ordre du maître. Il s'est tourné vers les fermiers avec un sourire et a dit que quoi qu'il en soit, ils arrivaient à point nommé, il était en manque de main-d'œuvre. Il a dit qu'ils compteraient donc sur lui et qu'ils iraient voir les marchands. Ensuite, ils sont allés voir un marchand et le héros a demandé à voix haute. La taxe sur le commerce est de 90%. Il était sur le point de dire quelque chose quand le marchand a acquiescé et a expliqué que les nobles qui percevaient la taxe les avaient tous réunis pour leur annoncer qu'il était devenu impossible de faire des affaires. Du coup, beaucoup avaient fait leur bagage et étaient partis. Il a demandé de qui il parlait exactement. Il a répondu qu'il parlait du seigneur Jouro. Maintenant, il devait retourner sur ses terres. Il pensa l'air surpris qu'il avait volé tout ce qu'il pouvait avant de s'enfuir. C'est à cause de lui qu'il devait tout gérer maintenant. Il a serré le poing de colère et le marchand l'a interpellé. Il s'est calmé et a dit qu'il pouvait l'ignorer et devait plutôt l'écouter. À partir de maintenant, la taxe sur le commerce ne sera plus perçue, mais une taxe foncière sera introduite. Pourriez-vous en parler à votre entourage? Le marchand a été surpris par cette annonce et a demandé à voix haute « Vous en êtes absolument certain? » Normalement, chaque personne a son propre taux d'imposition dont on ne discute généralement pas. Il a répondu que ça lui était égal. Les marchands iront évidemment là où il est plus rentable de travailler, n'est-ce pas? S'il devient un tel pôle d'attraction, alors tout le monde viendra à lui. Il a souri et a dit que les chercheurs de profit, c'est exactement ce que sont les marchands. Dès que tout le monde comprendra que cette politique est menée personnellement par les plus hautes instances du pays, alors il y aura sûrement des gens pour y croire. Il pensa avec une expression calme que tant qu'il ne ramènerait pas les gens au pays, il n'y aurait pas de revenus importants pour le budget. Gagner la confiance est plus important maintenant que de gagner de l'argent. Il s'est retourné et a demandé « Il est temps pour nous de rentrer au château, non? » Sher a acquiescé et il a ajouté qu'il ne devait pas oublier sa demande. Le marchand a dit joyeusement qu'il n'avait pas à s'en faire. Après cela, ils sont retournés au château. Randall Burra était assis à table et a demandé « Ils sont déjà de retour. » Il avait déjà commencé à dîner. Ils ont été surpris en le voyant et le protagoniste a demandé à voix haute ce qu'il faisait là. Il a calmement répondu que c'était lui-même qui lui avait dit de venir quand il le voulait. Le héros a rétorqué qu'il ne pensait cependant pas qu'il viendrait si vite, et en plus juste pour le déjeuner. Il n'a pas eu le temps de finir car l'autre lui a demandé à voix haute ce qu'il y avait de mal à ça, sans la cuisine de sa fille qu'il ne pouvait pas retrouver ses esprits. Il le regarda d'un air très confus, se demandant s'il n'avait pas mal compris quelque chose. Shara l'a interpellé d'une voix forte et lui a dit que s'il embêtait son père, elle le nourrirait moins. L'air inquiet, il s'excusa auprès d'eux deux et dit que la situation était devenue gênante. Il les regarda d'un air confus, pensant qu'il n'aurait jamais cru voir un jour le roi des démons en personne s'incliner devant lui. Elle appela son père et lui dit que ce monsieur était également le chef de cet État. Il devait prévenir avant d'arriver. Ce sont des affaires interétatiques. Il accepta et dit qu'il se présenterait donc ici chaque matin. Le protagoniste fut surpris et pensa que cela allait cependant augmenter le coût de sa nourriture. Randelberto déclara que le moment venu, il l'aiderait avec des forces armées. Cela attira immédiatement son attention. Il posa sa main sur son épaule et lui dit qu'il pouvait manger autant qu'il le voulait. L'autre sourit et répondit qu'il était un homme très intelligent. Elle revint vers eux avec un plateau de nourriture, l'appela et lui dit qu'elle avait aussi préparé une portion pour lui. Il lui dit qu'il partagerait les cornichons avec elle. Elle interpella son père en lui disant d'arrêter de faire le difficile. Elle apporterait de toute façon une plus grande portion pour monsieur. Il rit nerveusement en pensant qu'il devrait arrêter de gaspiller son budget alimentaire. S'il acceptait de lui prêter ses forces, il aurait pour l'instant besoin de moins de ses propres troupes. De plus, le coût de cette aide ne se répercuterait que sur le budget de ses repas, auquel cas, il n'y avait aucune raison pour lui de refuser. D'ailleurs, il serait préférable qu'il y ait plus de situations paisibles comme celle-ci. Quelques jours plus tard, quelqu'un entra en courant dans le bureau d'Alf, l'appela à voix haute et lui dit qu'une foule de gens avec des épées usées étaient là. Avec une expression calme, il dit qu'ils étaient enfin arrivés. Shuro demanda « Alors vous les connaissez ?»
Il se leva de sa chaise Nia et dit qu'il ne savait pas qui ils étaient exactement, mais qu'il connaissait celui qui les avait envoyés ici et que c'était Juro. Sur le chemin du retour du royaume de son père, il avait répandu la rumeur que le roi avait conclu un pacte avec le roi des démons. Cependant, il n'avait rien à craindre car c'était un sacré avare. De toute évidence, il ne comprenait pas non plus que défier quelqu'un coûtait très cher. Ils marchaient ensemble dans le couloir et il dit qu'il lui avait aussi envoyé une ressource humaine si rare juste à temps. Il ne savait même pas s'il devait s'en réjouir. Elle fit remarquer que cependant, ils étaient venus ici pour se battre. Il pouvait les vaincre, n'est-ce pas? Il acquiesça et dit qu'il n'utiliserait cependant pas d'armes. Ils arrivèrent aux portes de la ville et l'un des soldats demanda à voix haute « Les démons sont ici ». Le protagoniste demanda comment il pouvait voir un démon en lui. Il est le prince de ce royaume. Et eux qui sont-ils? Vous comprenez, n'est-ce pas? Votre rébellion contre moi signifie une rébellion contre l'État. Vous perdrez la tête pour trahison. Ils furent confus par ce qu'ils entendirent et dirent qu'ils ne se rebellaient pas contre l'État. Ils avaient simplement appris que le roi des démons s'était montré ici et était venu pour s'en débarrasser. Il répondit qu'il louait leurs efforts. Mais heureusement, il n'était pas là. À propos, comptaient-ils se battre contre le démon principal dans de tels haillons? Avaient-ils seulement toute leur tête? Ne les avait-on prévenus de rien? L'un des chevaliers dit que son seigneur leur avait préparé cela. Il déclara avec une expression sérieuse qu'il s'avérait qu'ils avaient été utilisés comme chair à canon. D'ailleurs, vous avez des problèmes d'argent, n'est-ce pas? Alors vous pouvez rester dans cette ville et je vous aiderai à y vivre pleinement votre vie. Au moins vous aurez de la nourriture et un toit sur la tête. Ils étudiant cette proposition s'inclinèrent devant lui et déclarèrent à voix haute qu'ils resteraient vivre dans cette ville. Après quoi ils se rendirent dans le hall. Il écouta leur histoire et posa une question. Popule s'était rendu auprès de Jarno. Il parlait de l'ancien chef d'état-major de l'armée. Le chevalier acquiesça et Shro dit qu'il était célèbre pour sa ruse incompréhensible. Le protagoniste d'un air pensif déclara qu'une attaque aussi imprudente était une manœuvre très étrange de sa part. Il se dit qu'il lui fallait plus d'informations. Au même moment, Popel s'assit sur une chaise et se demanda « Je me demande si Ignot a réussi à rencontrer le prince. » Elle en doutait. De quoi pourrait-il parler sans le prince? Peu importe le temps qu'il a passé là-bas, il ira bien, n'est-ce pas? Un serviteur l'appela et lui dit que M. Jarno voulait la voir. Elle se rendit à son bureau, frappa et il l'invita à entrer. Elle entra et avec une expression calme lui demanda ce qu'il voulait. Il répondit que ce maudit fils de Jürgen était plutôt têtu. Il voulait qu'elle mène une armée et détruise son royaume. Elle demanda « Est-ce que cela signifie que vous voulez devenir roi? » Il répondit qu'il ne voulait pas devenir roi. C'était trop d'ennuis. Cependant, le royaume s'est allié aux démons. On ne peut pas ignorer ça, n'est-ce pas? Il lui donnerait une centaine d'hommes. Si elle détruisait le royaume avec eux, il pourrait alors continuer à rester un humble noble. Elle regarda autour d'elle et se demanda s'il appelait ça « humblo ». Il ajouta qu'il avait d'ailleurs entendu dire que l'ancien commandant des chevaliers qu'elle cherchait se trouvait toujours dans ce royaume. Je crois que son nom est Ignot, n'est-ce pas? S'ils détruisent le royaume et retournent ensemble sur ces terres, il les récompensera généreusement. Qu'est-ce qu'elle va dire à ce sujet? Elle a dit qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, mais que ça irait. Avec une centaine d'hommes, ils feront quelque chose qui le surprendra. Alors ça devrait suffire, n'est-ce pas? Il l'a regardée avec un sourire malicieux et a dit qu'il comptait sur elle. Elle a quitté le bureau, il s'est mis à rire et a dit que si elle ne remarquait même pas qu'il se cachait ici, alors elle n'était pas prête à l'affronter. L'homme qui se tenait dans son bureau lui a demandé si elle ne s'attendait tout de même pas à ce qu'il soit trompé par ses propres alliés, n'est-ce pas? Il irait se cacher parmi les soldats et observerait ce qui se passait. Il a accepté et a dit qu'il comptait sur lui. Au même moment, le MC marchait dans les rues du royaume et s'est dit que si Popal avait rejoint l'ennemi, alors il devait renforcer leurs troupes au plus vite. Pour l'instant, il suggère d'acheter le plus de bon équipement possible. Il a jeté un œil au coin de la rue et a demandé s'il y avait quelqu'un. Un marchand qui passait par là a acquiescé et a demandé ce qui se passait. Il s'est tourné vers lui et lui a demandé avec surprise ce qu'était cette énorme cargaison. Il a répondu qu'il la vendait à d'autres marchands. Maintenant, il gagne de plus en plus d'argent. Tout ça, c'est grâce à ses politiques. Shira était content d'entendre ça et il est descendu de la charrette, a tendu les documents et a dit qu'il devrait y jeter un œil. C'est une liste de marchands qui veulent venir ici. Il a été surpris et a dit que toutes les guildes auxquelles ils appartenaient étaient là ainsi qu'une liste des marchandises qu'ils vendaient. Il a dit avec un sourire que s'il y en avait un qui lui plaisait, il irait lui parler. Il l'a remercié en disant que ça l'aiderait vraiment. Il a demandé « Alors que puis-je faire pour vous aujourd'hui? » Alph a expliqué la situation après quoi il a enfilé l'armure et a dit qu'elle était plus lourde qu'il ne le pensait. Le marchand a dit que cette armure coûtait environ 60 pièces d'argent. Il s'est tenu devant lui et a dit que c'était assez cher. Il lui a montré l'épée et a dit que celle-ci coûtait 40 pièces d'argent. Il a trouvé que c'était également cher et s'est dit que l'équipement pour une seule personne coûtait au total une pièce d'or.
Il a retiré son casque et a demandé s'il ne pouvait pas avoir de quoi équiper 5 personnes pour 2 pièces d'or. Le marchand a dit que c'était trop demandé. Il ferait de son mieux pour le maître. Cependant, même avec 2 pièces d'or, ce ne serait suffisant que pour 3 personnes. Il l'a regardé et s'est dit qu'il n'avait renoncé qu'à une seule pièce d'équipement, mais qu'il devait dans tous les cas préserver son commerce. Il a accepté et a dit qu'il devait alors livrer 3 ensembles d'équipements au château. Le marchand a accepté, mais a demandé ce qu'ils allaient faire, car il leur manquait encore de l'équipement. Peut-être devrait-il essayer de consulter Jagger. Il s'est retourné et a appelé Shue. Elle aussi a mis une armure et a dit d'un air inquiet qu'elle n'arrivait pas à bouger. Ils sont sortis et elle a dit qu'elle était contente que c'était une bonne chose d'avoir acquis une armure. Il était d'accord et d'un air soucieux, il s'est dit que puisqu'ils n'avaient pas assez d'équipement, ils devraient entraîner les soldats eux-mêmes. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas non plus organiser ça. Ils n'ont pas d'argent pour créer une base d'entraînement ou engager des instructeurs. Que devraient-ils faire? Soudain, ils ont tous les deux entendu un grand cri qui a attiré leur attention. Ils sont arrivés au champ où Jagra disait d'une voix forte aux ouvriers qu'ils devaient travailler plus dur. L'engrais doit être réparti plus uniformément. Il espère qu'il ne veut pas dire qu'il est déjà épuisé. Il doit s'entraîner davantage. Il devrait aller se laver et se reposer sous un arbre. Le lendemain matin, il marchait dans la forêt avec les soldats et il a dit qu'il devait travailler dans le champ. Il était sur le point de dire quelque chose à ce sujet, mais il a réalisé une chose et a dit qu'en fait, il avait une tâche de la part du Seigneur. Le protagoniste a dit qu'il avait dit qu'il pouvait lui donner des ordres comme il le voulait. Maintenant, allait-il l'écouter? L'autre s'est indigné et a crié qu'il déformait complètement ses paroles. D'ailleurs, pourquoi doit-il patrouiller aux abords du château et avec des gens aussi incompétents? Il s'est dit que c'était exactement ce qu'il voulait faire depuis le début. Il a dit d'un air pensif que s'il se souvenait bien, les soldats patrouillaient même dans les zones éloignées de la route. Il a ordonné aux soldats actuels de patrouiller la zone autour du château et d'éliminer tout danger. S'il lui confiait le commandement, les soldats pourraient apprendre quelque chose de nouveau. Il a demandé à voix haute d'un ton mécontent pourquoi il l'avait choisi. Il a répondu que c'était parce que lui et Shuro ne savaient pas se battre. Yagra lui a demandé d'attendre et a demandé s'il pensait vraiment que la dame était plus faible qu'un humain. Il s'est tourné vers elle et a demandé si ce n'était pas vrai. Elle a été surprise et a répondu qu'elle ne savait pas se battre. Il a désigné le chevalier et a dit qu'elle devrait essayer de prendre cette épée. Elle a accepté. Le soldat lui a apporté l'épée, mais elle a failli tomber à cause de son poids. Il a appelé la jeune femme et lui a dit qu'elle était incroyable. Il ne pensait pas qu'elle pourrait tenir des objets aussi lourds. Elle était un peu contrariée et a dit qu'il ne devrait pas dire ça, qu'elle avait tout compris. Il a répondu qu'elle était simplement trop jeune. Avec l'âge, la force lui viendrait. Le protagoniste l'a interpellée et lui a dit qu'elle l'aidait déjà énormément. Elle n'avait aucune raison d'être si contrariée. Elle n'avait qu'à lui confier tous les combats. Il fut d'accord, mais en réalisant cela, il cria qu'elle ne devait pas lui donner d'ordre. Comme s'il n'avait pas eu le temps de finir car elle a dit qu'elle comptait sur son aide. Il a immédiatement accepté d'une voix forte. Et à ce moment-là, un monstre les a attaqués en rugissant bruyamment. Il a fait un geste de la main et a hurlé de se pousser du chemin. Yagra a immédiatement vaincu ce monstre. Et il l'a regardé en disant que s'il s'occupait seul des monstres faibles, les soldats n'apprendraient rien. Il a remarqué quelque chose à pointer du doigt et a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Il devrait aller jeter un œil. Il s'est approché à remarquer des mouvements étranges et a demandé « Ce sont des bandits. » Il ne cherche même pas à cacher sa présence. Tu es si sûr de tes compétences, tu vas l'affronter toi-même et les soldats garderont ces deux-là. Ils ont accepté et Alf s'est dit qu'il aimerait attirer cet homme de son côté. Il a dit à voix haute de ne surtout pas le tuer. Il s'est tourné vers lui et a dit d'une voix forte de ne pas dire de bêtises. À en juger par son aura, cet homme est fort. Très probablement, je vais devoir le tuer. Il a rétorqué d'une voix forte que c'était justement là tout l'intérêt. Et s'il voulait passer de leur côté, alors sa seule tâche serait de travailler au champ. Il a néanmoins accepté cette avancée et a dit d'une voix forte qu'on pouvait compter sur lui. Il l'attraperait à coup sûr. À cet instant, un homme lui a sauté dessus et l'a frappé, mais il l'a vu venir à bloquer le coup et a dit qu'il était vraiment fort. L'homme a regardé sur le côté, a remarqué le bandage bleu, et cela a vraiment capté son attention. L'homme nu a regardé le protagoniste et l'a appelé « Messire ». Il a été surpris en le voyant et s'est exclamé que c'était l'ancien capitaine des chevaliers ignotes. Yagra a demandé d'une voix forte et mécontente pourquoi il était nu. Il a répondu qu'il faisait chaud dehors, alors il avait retiré ses vêtements sans faire exprès. Il a ajouté que Yagra aurait probablement voulu se déshabiller lui aussi. Ce dernier était sur le point d'être d'accord, mais il s'est mis en colère et a hurlé de ne pas changer de sujet. Il a concentré de la magie dans sa main et a déclaré d'une voix forte qu'il avait souillé les yeux de la maîtresse et qu'il devait donc mourir. Il l'a regardé avec un sourire narquois, a interpellé le maître d'une voix forte et lui a dit de s'écarter. La force de ses muscles n'avait rien à envier à celle d'un démon. Ne voulant pas assister à ça, il a accepté et leur a dit de faire ce qu'il voulait.
Ils ont commencé à s'échanger des coups de poing à une vitesse fulgurante ne se cédant en rien en force ou en rapidité. Le fait que Yagra ait utilisé de la magie a provoqué une puissante explosion les surprenant tous énormément. Ignot a atterri après cette attaque. Le protagoniste l'a regardé et a demandé « C'est déjà fini ». Il a répondu que non à serrer le poing et a dit que l'heure du coup de grâce avait sonné. Le protagoniste lui a demandé d'attendre disant qu'Ignot aidait leur pays. Il lui était donc interdit de le tuer. Il fut très surpris par ce qu'il entendit. Et il a de nouveau concentré la magie dans son poing et a dit que puisque la dame avait décidé de rester dans ce pays, il la protégerait même au prix de sa vie. C'est un ordre du Seigneur Démon. Il a demandé « Tu as bien entendu ?» Il s'est tourné vers lui et a accepté, mais a dit à Ignot d'une voix forte et mécontente de se couvrir. Quoi qu'il en soit, leur patrouille pour la journée était terminée et ils devaient rentrer. Il s'est gratté la tête et a dit que dans ce cas, il irait chercher ses vêtements et qu'il pouvait partir sans lui. Il a accepté et a commencé à partir avec les autres, pensant qu'ils avaient eu beaucoup de chances de trouver le capitaine des chevaliers. Il allait considérablement augmenter la puissance de combat du royaume. Le lendemain, Alf se tenait dans la caserne des soldats et s'inquiétait de savoir où il était passé. Il était bien trop en retard. S'était-il vraiment égaré? Apparemment, ce n'était pas lui qui avait rédigé les listes de soldats, mais Popo. Il n'avait donc tenu aussi longtemps que grâce à elle. Alors lui seul ne suffirait pas. Il devait aussi la retrouver. Randalberto s'est approché de lui et lui a demandé un peu surpris s'il travaillait dur. Il a eu très peur à cause de ça, a interpellé le Seigneur Démon d'une voix forte et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a calmement demandé s'il ne le lui avait pas dit. Il avait dessiné un cercle de téléportation dans le sous-sol du château. Cela l'a surpris encore plus et il a demandé à voix haute « Mais quand avez-vous fait ça ?» Il a ri d'un air satisfait et a dit d'une voix forte qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Son activation requiert une quantité colossale de mana que personne à part lui ne possède. Il a trouvé ça pratique et y a réfléchi. Cependant, cela valait-il la peine de faire tout ça pour un peu de nourriture? Il a dit que si ça ne le dérangeait pas, qu'il reste. Shero a couru vers eux, l'a interpellé d'un ton inquiet et a annoncé que quelque chose de grave était arrivé. Environ une centaine de soldats approchaient de leur château. Surpris par cette nouvelle, il a serré les dents et s'est dit que c'était probablement l'œuvre de Giorno. Il a appelé Yagra et le suzerain et leur a dit que le moment était venu de remplir leur part de l'accord. Vite que ceux qui ne peuvent pas se battre se cachent dans le château. Ils doivent protéger cet endroit au péril de leur vie. Charas s'approcha de lui et lui dit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Son père protégerait certainement tout le monde. Il s'est tourné vers elle, l'a appelée et lui a dit de venir avec eux. Elle a refusé bruyamment, déclarant qu'elle resterait avec lui. Après tout, c'était son travail en tant qu'assistante. Il a quand même accepté et lui a dit que dans ce cas, il avait une mission pour elle. Elle devait se tenir prête. Elle a acquiescé. Yaga est entré en trompe dans le bureau, l'a appelé d'une voix forte et lui a annoncé qu'ils étaient arrivés. Depuis le balcon, il a aperçu une foule de chevaliers et s'est dit qu'ils n'avaient pas d'armes. Avaient-ils vraiment décidé d'endormir leur méfiance? Charles l'a appelé à voix haute, a pointé du doigt et lui a dit de regarder au bout de la colonne. N'était-ce pas Ignat? Le protagoniste a interpellé le suzerain pour lui demander s'il pouvait l'accompagner. Randalberto a soupiré, répondant qu'il semblait ne pas avoir le choix. Il l'a appelé par son nom et lui a demandé si elle voulait venir avec eux. Il a traversé le couloir en demandant où ils allaient. Il l'a regardé et a pensé qu'il semblait commencer à comprendre le fond de sa pensée. Tous les trois sont sortis rejoignant une foule de soldats. Il a appelé Ignat et lui a demandé pourquoi il se tenait aux côtés des troupes ennemies. Avait-il décidé de les trahir? D'un air inquiet, il a interpellé le prince expliquant qu'en toute honnêteté, il errait dans le but de trouver un animal à dépecer. Popo lui a donné une petite tape en lui disant qu'il n'était pas un très bon négociateur. Il les a regardés avec un air surpris et a demandé si c'était vraiment son enfant. Elle a nié à décliner son identité et a précisé qu'elle était l'ancienne chef d'état-major de ce royaume. D'un air pensif, il a demandé si c'était elle qui s'occupait de la paperasse pour lui et pourquoi elle avait amené tous ces gens ici. Elle a expliqué qu'on disait qu'il manquait de main-d'œuvre. Elle avait donc réussi à convaincre les nobles de lui envoyer des gens. Plus tôt, alors qu'elle avançait sur la route avec ses soldats, elle s'était dit qu'avec un tel nombre de personnes, il pourrait sans aucun doute secourir le prince. Entendant des cris, elle s'est retournée, a couru vers les soldats et a demandé d'une voix forte ce qu'il se passait. Ignat et Popo se sont remarqués et elle a été très embarrassée en voyant qu'il était nu. Elle lui a demandé sur un ton élevé pourquoi il était complètement nu. Il s'est excusé, expliquant qu'il cherchait simplement des vêtements. Elle a dit qu'elle lui donnerait du tissu pour qu'il se couvre le bas du corps. Il a enroulé le tissu autour de lui et a demandé « D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle l'a pointé du doigt et a dit d'un ton mécontent qu'elle lui avait bien dit que les nobles avaient trahi Jürgen et pillé l'intégralité du trésor. Elle a donc décidé de les duper et de ramener le peuple au royaume. Cependant, à ce moment-là, il devait envoyer une lettre au prince pour lui demander de rentrer chez lui. Où est le maître maintenant? Il s'en est souvenu et elle a répliqué que sa tête semblait complètement vide. Que ferait-il sans elle? Il a répondu que de toute façon, le maître était déjà rentré à Jürgen.
Elle a rétorqué que dans ce cas, ils devaient le rejoindre au plus vite. Il a regardé les soldats et a demandé qui ils étaient. Elle a expliqué que c'était un de ses camarades mécontents de la politique menée par les nobles. Il s'est excusé avouant qu'il avait frappé un ou deux types. D'un ton légèrement mécontent, elle a dit que c'était donc ça ce bruit. Il a répondu que de toute façon, maintenant qu'elle était là, il n'avait plus de soucis à se faire. Enfin, pour la première fois depuis longtemps, il allait pouvoir rentrer au château. Ces mots sont attirés son attention et elle a demandé « Alors où étais-tu avant ça ?» Il a ri et a répondu que pour être honnête, il s'était perdu en chemin. Alors qu'il errait un peu partout, il est tombé sur elle par accident. Quelle chance n'est-ce pas? Elle a rétorqué qu'il semblait vraiment qu'il serait perdu sans elle. Il lui a demandé pardon avec un air désinvolte, ce qui a fait rougir Popo. Ils se sont dirigés vers le château et elle lui a précisé de ne pas s'imaginer qu'elle faisait ça pour lui. Elle voulait simplement retrouver le prince le plus vite possible. Marchant à ses côtés, il a répondu que c'était très bien aussi. Elle lui a expliqué ça, ajoutant qu'ils étaient là eux aussi maintenant. Le protagoniste s'est demandé ce que cela signifiait. Elle avait découvert le problème et avait décidé de l'aider. Il a alors annoncé qu'il la nommait chef d'état-major et bras droit d'Ignat. Très surprise, elle lui a demandé s'il en était sûr. Après tout, elle avait déjà trahi la confiance de son père une fois. Il a répondu qu'elle était revenue parce qu'elle tenait à ce pays. De plus, elle avait ramené une centaine de personnes avec elle. C'était son devoir de reconnaître de tels mérites. Randall a déclaré d'un ton insatisfait qu'il semblait être venu pour rien. Il s'est tourné vers lui, s'est excusé et a dit qu'il avait paniqué un peu trop vite. Très surprise en le voyant, elle a demandé à voix haute si c'était réellement ses alliés. Un peu embarrassée, elle s'est adressée à lui plus respectueusement, mais il a ri en lui disant qu'elle n'avait pas besoin d'être si formelle. Il a appelé Ignat et elle et leur a dit qu'il comptait sur eux. Le lendemain, dans la salle de réunion ALF, a posé une carte sur la table et a déclaré qu'ils devaient d'abord discuter du problème de la famine comme modèle. Grâce aux personnes qu'ils ont ramenées, ils ont maintenant beaucoup plus de fermiers, donc tôt ou tard, le problème se résoudra de lui-même. De plus, ils ont peu d'artisans. Elle a dit qu'il serait plus simple de commencer la production à partir de zéro, mais qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Peut-être devrait-il demander l'aide de la race des démons. Il a répondu que les démons n'utilisent pas d'armes, donc ils ont peu de forgerons. Elle a alors dit que la seule option restante était l'Empire. Il pourrait nous servir de pont entre les deux pays. Il a accepté, ajoutant que pour l'instant, cependant, ce serait une relation plus unilatérale. Les personnes restantes travailleraient comme soldats. Pourrait-il se charger de leur entraînement? Ignat, avec une expression déterminée, a déclaré d'une voix forte qu'il le ferait avec plaisir. Il commencerait immédiatement en débutant par un marathon de 10 jours. La course est la base d'un corps sain. Cela l'a inquiété. Il l'a donc appelé et lui a dit qu'elle devait le surveiller. Elle ne doit pas le laisser exagérer l'entraînement, sinon il ne leur restera plus de soldats. Elle a soupiré avec un léger mécontentement et a dit qu'elle le comprenait. Il s'avère que le royaume dispose de 35 soldats en plus d'eux. Ce n'est toujours pas suffisant, mais avec ce nombre, ils pourront patrouiller le château et la ville sans problème. Le protagoniste a dit qu'il pensait aussi à attaquer G.O. Ils doivent le faire le plus rapidement possible. De cette façon, il veut intimider les nobles et les ramener sous son contrôle. Elle a répondu qu'il avait raison. Cependant, on pourrait dire qu'il était déjà tombé. Il a demandé si elle avait déjà un plan. Elle a hoché la tête et a expliqué que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec la politique de Yarno, donc une rébellion n'était qu'une question de temps. C'est pourquoi les habitants de ces terres ont décidé de la suivre. Pourquoi ne regarde-t-il pas de plus près les gens du peuple vivant sur ces terres? S'ils commencent à fuir, la main-d'œuvre de sa province diminuera. Finalement, cela conduira les soldats à abandonner également leur poste et à quitter ces terres. Il a dit avec un sourire qu'ils avaient juste besoin de créer des conditions pour que les gens les rejoignent. Elle a accepté avec joie et Ignat les a regardés en demandant s'ils avaient bientôt fini. Elle s'est retournée. Ils ont commencé à partir et elle a dit que si c'était le cas, alors avec sa permission, elle rendrait visite à Sa Majesté. Ils iraient ensemble. Elle devait présenter ses excuses au roi. Ils ont quitté la salle et Shoro a demandé au seigneur s'il les accompagnerait. Il a dit calmement que cela ne faciliterait pas les choses pour son père et qu'en plus il n'aurait plus d'argent. Leur tâche principale est de relever le royaume de cet État. Elle a demandé si une fois que tout se calmerait, il pourrait lui rendre visite. Il a répondu un peu confus que c'était très probable. Elle, avec une expression joyeuse sur le visage, a dit que dans ce cas, il devrait tout mettre en œuvre pour rétablir la situation du pays. Un peu plus tard, Popul et Ignat sont sortis de la chambre du roi et il a dit que sa santé, pour le dire gentiment, n'était pas très bonne. Elle, avec un air inquiet, a acquiescé et a dit que le pays avait commencé à s'effondrer parce qu'il avait été trop imprudent. Par conséquent, elle fera tout son possible pour lui rendre sa grandeur d'antan. Il l'a regardé avec un sourire et a dit qu'il essaierait aussi. Elle a regardé devant elle et a remarqué le prince. Il s'est approché d'eux et a demandé s'ils avaient déjà rendu visite à son père. Elle a confirmé et a dit qu'ils étaient sur le point de commencer à travailler. Il a répondu que c'était excellent. Pouvaient-ils les accompagner jusqu'à la salle de négociation? Elle a demandé si quelqu'un était venu les voir.
Cher a confirmé et a dit que c'était l'ambassadrice de l'Empire Mnist. Papel a demandé à quoi ressemblait cette personne. Elle a dit un peu embarrassée qu'elle était très belle. Elle était même un peu jalouse. Ignot a été très surpris par cela et a dit d'une voix forte qu'il aimerait rencontrer rapidement cette belle fille. Après cela, il est entré dans le bureau. L'ambassadrice l'a interpellé et a dit qu'elle était l'ambassadrice de l'Empire Mnist. Fulmirine. Elle lui était reconnaissante d'avoir accepté de la rencontrer. Le protagoniste a répondu que c'était à lui de la remercier. Elle a dit que ce serait pour le bien des deux pays. Avec une expression sérieuse, il a pensé qu'elle était la présidente du conseil des élèves à l'Académie impériale. Comme ils ont étudié au même endroit, ils la connaissaient déjà. Cependant, ils ne sont plus à l'Académie maintenant. Ils doivent tenir compte de leurs positions respectives. Il s'est présenté formellement et a dit qu'il était heureux de la rencontrer. Elle a répondu que Sa Majesté était extrêmement navrée de la maladie de son père. Comment est son état? Il a pensé qu'en fait, elle voulait connaître ses sentiments. Il a dit qu'il ne pouvait malheureusement pas assister à la réunion et il s'en est excusé. Elle a demandé si la maladie était vraiment si grave. Elle s'est inclinée et a dit qu'elle était extrêmement désolée. Il a pensé que si possible, il aimerait améliorer les relations avec l'Empire. Cependant, il souhaitait que ce soit elle qui leur propose de l'aide. Il a dit qu'il manquait vraiment d'expérience, mais heureusement, il avait de bons assistants. Elle n'a pas montré son très fort mécontentement et s'est demandé s'il manquait d'expérience. C'est peut-être pour ça qu'elle lui avait dit de ne pas se relâcher pendant ses études. Il lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a nié et a dit qu'en chemin vers le château, elle avait vu l'état de sa ville. Leur est-il arrivé quelque chose? Il a répondu que les nobles avaient trahi le royaume de Jurgen. Cependant, grâce à l'aide d'Ignot et des autres, ils ont pu se remettre sur pied. Elle a demandé si c'était vrai. Même en l'absence de la sage Marinette, il a pensé « Est-ce que de ça qu'elle voulait parler? » Elle occupait le poste de chef de l'escouade des mages de Jurgen. Elle était si puissante que les autres pays craignaient leur royaume. Elle voulait qu'on l'abandonne. Alf a dit qu'ils avaient du mal sans elle. Cependant, pour le moment, ils n'avaient pas les effectifs pour organiser des recherches. Feldener amical a dit que s'il le souhaitait, il pouvait l'aider. Il lui a demandé si elle avait une idée en tête. Elle a nié et a dit qu'il n'était pas sans savoir que le royaume de Jurgen et l'Empire avaient formé une alliance pour combattre le Seigneur des démons. N'était-il pas naturel d'aider un allié qui se trouve dans une situation difficile? Paul s'est approché de lui a tapoté l'épaule et lui a dit tout bas qu'il ferait mieux d'accepter. Il n'avait pas à s'inquiéter. Cher était une remplaçante de choix. Il a accepté et dans ce cas a demandé d'accepter cette offre. Cependant, il aimerait lui demander de leur envoyer non seulement une équipe de recherche, mais aussi des forgerons. Elle a sorti un parchemin et a dit qu'elle ferait comme il le souhaitait. Elle le lui a tendu et lui a demandé s'il pouvait le signer. Il l'a regardé avec un sourire un peu nerveux et s'est demandé « Alors comme ça, ils avaient tout deviné depuis le début. » L'Empire s'engage à envoyer des gens au royaume de Jurgen pour aider à la reconstruction de l'État. Tant que le traité est en vigueur, il est interdit aux deux pays de s'attaquer. La durée de ce traité est d'1 an. Il a commencé à signer en pensant qu'en d'autres termes, ils avaient l'intention de les utiliser pour former leurs ressources humaines et qu'une fois le traité expiré, ils allaient les attaquer. Elle a vu sa signature. Ils se sont serrés la main et elle a dit « Le traité est donc conclu ». Quand elle est partie, Ignot a interpellé le Seigneur d'une voix forte et lui a demandé s'il était absolument sûr de lui. Il était sur le point de dire quelque chose à ce sujet, mais le protagoniste a affirmé que tout était calculé. De cette façon, ils pourront obtenir des ressources humaines gratuitement. De plus, il pense qu'elle a une idée derrière la tête. Popolé a acquiescé, ajoutant que Marinette n'est pas le genre de personne qu'on peut acheter avec de l'argent ou un statut. Ignot devrait le savoir lui-même. Ils ont regardé Cher. Il a reconnu qu'elle était certainement étrange, mais tout de même très forte. Il a demandé « Était-elle vraiment si étrange que ça? » Popul a répondu qu'un seul mot pouvait la décrire. Folle. Elle aimait les filles, mais cet amour était anormal. Heureusement, ils avaient une arme secrète en la personne de Cher. Elle retournerait au royaume en un clin d'œil, elle en était sûre. Il a dit que cependant, si c'était si évident, est-ce que d'autres pays n'essaieraient pas de faire la même chose? Elle a répondu que tout allait bien. Ils ont répandu une rumeur pour qu'on ne la leur prenne pas si facilement. Ils ont dit qu'elle aimait les garçons. À ce moment précis, Marinette, avec une expression très mécontente sur le visage, a défoncé le mur du domaine et a demandé qu'il avait bien besoin d'eux de toute façon. Popul a dit qu'elle avait quitté Jurgen pour trouver le grand amour, mais qu'à son avis, elle n'avait pas réussi. Il a ajouté que heureusement, ils n'avaient pas à s'inquiéter. Pour l'instant, ils doivent tirer le meilleur parti du contrat avec l'Empire. 10 jours plus tard, Cheryl a appelé son maître et lui a dit que des gens s'étaient rassemblés dans la salle du trône. Les gens de l'Empire l'attendaient déjà. Ignot et les autres étaient également arrivés. Le protagoniste l'a remercié et lui a dit de l'accompagner. Elle a été très surprise et a demandé si elle devait venir aussi. Il descendait les escaliers et a demandé où il irait sans son assistante. Elle était d'accord avec lui, mais a demandé en quoi elle pouvait être utile. Son garde du corps était Ignot et Popo s'occupait des questions difficiles.
Alors pourquoi avait-il besoin d'elle? Il s'est tourné vers elle et lui a dit qu'elle en faisait déjà assez. Par exemple, c'est elle qui avait préparé la réunion dans la salle du trône. De plus, c'est uniquement grâce à elle qu'ils ont pu établir des relations amicales avec les démons. Elle a voulu protester, mais il lui a demandé si elle pensait que ce n'était pas suffisant. Et puis pourquoi ne pas apprendre quelque chose de nouveau? Grâce à son soutien, elle était heureuse et a dit qu'il avait raison. C'est ce qu'elle ferait. Après cela, ils sont arrivés tous les deux devant le trône et il a remarqué que plusieurs personnes les dévisageaient. Il s'est tourné vers eux et a dit qu'il était reconnaissant de leur présence. Il s'est présenté et a dit qu'il était le dirigeant temporaire de ce pays. Leur contrat durerait 1 semaine et il comptait sur leur aide. Il a annoncé qu'ils allaient maintenant passer à la répartition des tâches. Le premier homme de la rangée a levé la main et a dit qu'il avait une requête. Ignot s'est mis en colère et Popal lui a tapoté l'épaule en lui demandant de se calmer. Alf l'a autorisé à parler et l'homme a expliqué qu'auparavant dans l'Empire, il travaillait dans la guilde des aventuriers. Ils étaient tous de rang B ou supérieur. Si possible, ils aimeraient continuer leurs activités d'aventuriers. Il pensa à la guilde des aventuriers. Initialement, les aventuriers étaient chargés d'explorer de nouveaux territoires et d'éliminer les dangers. Mais maintenant, ils acceptent n'importe quelle commande qui les arrange. S'ils construisent une guilde d'aventuriers, ils augmenteront l'afflux d'argent. Cependant, cela signifie également que les gens pourront traverser librement leur pays. À un moment donné, la vérité sur les fétiches de Marinette pourrait être révélée au grand jour et tomber entre les mains de l'Empire. Pour éviter cela, il aimerait nommer l'un de ses proches comme maître de la guilde. Yagra travaille dans les champs et Ignot est occupé avec les soldats. Il a regardé Popol et elle a dit qu'il devait d'abord trouver quelqu'un capable d'occuper le poste de maître de guilde. Peut-être devrait-il nommer Cher à ce poste. Il l'a appelée et elle a été très surprise par cette proposition, disant qu'elle n'était cependant pas faite pour ce poste. Il a répondu que ce n'était pas un travail difficile. Elle devait simplement remercier les aventuriers pour le travail qu'ils avaient accompli. Le protagoniste a ajouté qu'il devait en plus construire une taverne et qu'elle était une bonne cuisinière. Il voulait confier ce travail à quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Pourrait-elle s'en charger? Elle a pris son courage à 2 mains à accepter et a dit qu'elle s'occuperait du travail de la guilde. Plus tard, lorsque la taverne fut construite, de nombreuses personnes y vinrent et elle leur servait leurs commandes. Elle regarda l'un des aventuriers et dit qu'il s'était encore blessé. Il devait attendre. Elle allait chercher des bandages. L'aventurier lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a rétorqué comment il pourrait en être autrement. Après tout, il avait combattu des monstres. D'ailleurs, était-ce vraiment une blessure? Ce n'était qu'une petite égratignure. Elle prit les bandages avec un air un peu mécontent et dit qu'elle s'inquiétait pour eux après tout. L'aventurier s'est excusé et elle s'est approchée de lui, a commencé à lui bander la main et a dit que s'il mourait pendant la quête, elle devrait payer une compensation. Donc il ferait mieux d'être prudent. Les autres aventuriers indignés ont demandé pourquoi elle pensait ses blessures à lui. Ils se sont jetés sur l'homme et elle a commencé à s'inquiéter, leur demandant à tous de se calmer. Un homme en cape assis dans un coin a violemment posé sa chope sur la table et a dit d'une voix forte qu'il devait se taire. Ramberto s'exclama avec indignation. « Il ne laisse pas les gens manger en paix! » Les aventuriers ont répondu avec hostilité. « Ils cherchent les ennuis? » Cher regarda son père contrarié. Quand l'homme rejeta sa capuche en arrière, toutes les personnes présentes s'exclamèrent de surprise. « Un démon, il a des cornes? » Randleberto grinça des dents et dit « Ils pensent que je suis un simple démon. Très bien, je vais me battre contre eux. » Tout le monde a saisi ses armes, et à ce moment-là, Cher s'est jeté au milieu d'eux et a demandé à tout le monde d'arrêter. Toutes les personnes présentes se sont arrêtées et l'un des aventuriers a dit « Ça craint. » Le roi démon s'est approché de sa fille, l'a protégée de son corps et grâce à sa compétence magique a détruit les armes de ses rivaux. Leurs épées sont simplement tombées en miettes. Les aventuriers se regardaient inconfus. Randleberto tourna la tête vers eux et demanda « Personne n'a d'épée sacrée. »« Ouais, vous ne faites pas le poids contre moi. » Il a demandé à sa fille si elle allait bien. Elle n'avait plus rien à craindre. Cher serra les poings et dit avec colère à son père. Elle lui a dit qu'elle le mettrait dehors s'il semait le désordre. Les aventuriers furent surpris d'entendre la jeune fille s'adresser ainsi à l'étranger. Randleberto lui a répondu, mais il faisait tout ça pour elle. Elle a dit d'un ton sec « Alors assieds-toi tranquillement et ne me dérange pas. » Après cela, la jeune fille s'est tournée vers les aventuriers et s'est excusée pour les ennuis que son père leur avait causés. Les hommes ont rétorqué d'un air penaud « Non, c'est à nous de nous excuser. On sait comment sont les démons. » Quand ils comprirent la signification de ce qui s'était passé, les aventuriers s'exclamèrent avec stupéfaction « Alors c'est un démon, elle aussi !» Cher leur a dit avec un sourire que oui, en effet. « Je n'ai pas de cornes, mais je suis aussi un démon. » L'un des aventuriers dit perplexe. « Alors c'est ça. » Il n'aurait jamais pensé que de tels démons existaient. Les autres étaient également confus. Après un moment, ils ont regardé leurs armes et ont commencé à se lamenter. Ils devaient en acheter de nouvelles, mais ils n'avaient pas autant d'argent. Y avait-il une banque dans cette ville? Cher les regarda confuse et demanda à son père s'il y avait des réserves d'armes dans leur pays.
Ramberto détourna ostensiblement la tête en soupirant bruyamment. La jeune fille irritée lui dit d'arrêter de se comporter comme un enfant. Il devait apprendre à assumer la responsabilité de ses actes. S'il l'aidait, elle lui préparerait quelque chose à manger. Le roi démon lui demanda d'un air sombre « C'est vrai, alors il y a ce qu'il faut dans mon palais, qu'ils attendent tous ici. » Sur ce, il est parti. L'un des aventuriers lui a fait une remarque surprise. Il a dit « Dans son palais ». Il s'est tourné vers Cher et lui a demandé « Qui est ton père ?» La jeune fille a simplement répondu que son père était le roi démon. Et alors, leur stupéfaction était sans borne. Wow! Alors Cher leur a sauvé la vie, mais elle a réussi à maîtriser le roi démon. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus forte que lui? Quelques jours plus tard, Marinette est apparue à l'établissement. Remarquant Cher, elle lui a dit joyeusement « De beaux cheveux argentés, tout ce que j'aime. Un petit corps, une personnalité travailleuse. Elle est parfaite. » L'aventurier assis à table avec elle gloussa et dit « Bien sûr, mais il lui conseille d'abandonner. Cette fille, c'est la fille d'un seigneur démon. Un mot de travers et elle est fichue. » Marinette gloussa en le remarquant. « Wow, c'est encore plus intéressant. » L'aventurier lui demanda perplexe. « Est-ce qu'elle peut seulement l'entendre? » À ce moment-là, Charo se tenait près du tableau des quêtes et, en lisant une requête, dit « À son avis, cette quête est de rang B et celle-ci est de rang A. » Marinette, la regardant avec affection, se dit qu'elle avait de la chance. Elle adore les filles qui travaillent dur. À cet instant, Charo sentant son regard se tourna vers elle et lui demanda si tout allait bien. Marinette s'excusa d'un air penaud, expliquant qu'elle souffrait simplement d'une maladie chronique. La jeune fille lui demanda à nouveau anxieuse. Une maladie, elle allait lui appeler un médecin tout de suite. Marinette lui dit que ce n'était pas la peine. Elle maîtrisait elle-même la magie de guérison. Se levant de table, elle agita les mains et dit « Et paf, c'est fait! » Charo s'exclama avec admiration « Wow, elle est tout simplement incroyable, mais elle ne peut pas utiliser la magie. » Marinette sourit largement et répondit que oui, elle devrait la complimenter davantage. Charo remarqua qu'elle ne l'avait jamais vue ici auparavant. Était-elle venue pour boire un verre ou peut-être pour une mission? Marinette répondit avec un sourire. Elle était venue pour boire un verre, mais en la voyant qu'elle s'était dit qu'elle pourrait peut-être l'aider. Charo la remercia et dit qu'elles avaient de la chance qu'elle soit une guérisseuse. Elle pourrait devenir un excellent médecin et aider les gens qui souffrent de maux de dos. Ça ne la dérangerait pas de s'inscrire. Marinette lança d'un ton enjoué. D'accord, elle accepta. À vrai dire, elle était venue pour l'admirer, mais tant pis. Charo lui demanda son nom et son lieu de naissance. La jeune fille lui donna son nom complet et remarqua du coin de l'œil comment les aventuriers se tendirent en l'entendant. Elle sourit et se présenta comme étant Marie. La jeune fille réalisa son erreur. Dès que les aventuriers entendirent son nom, ils sursautèrent. Ces hommes à la recherche. Ouais, ça ne va pas être facile. Les aventuriers, en l'entendant corriger son nom, se détendirent et reprirent leur beuverie. Peu de temps après, Charo lui remit sa licence, lui expliqua qu'elle pourrait augmenter son rang en accomplissant des quêtes et lui souhaita bonne chance. Marinette s'approcha d'elle, prit Charo par le menton, approcha son visage du sien et dit « C'est bien. Si quelque chose la tracassait, elle n'avait qu'à venir la voir. Elle serait toujours heureuse de l'aider. » Après tout, elles étaient toutes les deux des filles. Charo, confuse par le comportement de Marinette, la regarda avec surprise, puis la jeune fille au sourire qui semblait être dans un état d'euphorie. Perplexe, Charo lui demanda si elle était sûre de pouvoir accomplir la mission. Quelques jours plus tard, le protagoniste marchant dans le couloir remarqua une aura sombre émanant de derrière les colonnes. Marinette et Yagra se regardaient avec irritation, prêtes à s'affronter à tout moment. Le protagoniste surpris s'exclama « Qu'est-ce qui se passe ici? » Quelques heures avant qu'Alf ne tombe sur Yagra et Marinette, voici ce qui s'est passé. Yagra dans ce champ s'accroupit et se dit « Les parterres sont enfin prêts. » Il ne restait plus qu'à planter les graines et à les arroser. Les ouvriers qui travaillaient avec lui dirent qu'il était temps de partir. Le démon leur répondit « D'accord qu'ils se reposent bien. Demain, je vais les faire trimer comme des esclaves. » Quand les ouvriers partirent, il s'exclama avec irritation. « Pourquoi est-ce que je travaille pour ce pays, moi? Je suis l'assistant du seigneur démon. » Mais tels étaient ses ordres. À ce moment-là, Ignote s'approcha de lui, le salua et lui demanda s'il avait des problèmes de santé. Peut-être devrait-il alors retourner chez les démons. Yagra était indigné. Pas question. Le seigneur démon l'avait envoyé ici. Que lui voulait-il, Ignote dit. Dommage. Ça aurait été beaucoup plus confortable ici. Charo avait une requête. Une excellente guérisseuse était apparue dans la guilde des aventuriers, alors si quelqu'un se blessait, il pourrait y aller. Yagra marmonna en réponse, ajoutant qu'il devrait aller voir quel genre de guérisseuse c'était. S'il arrive quoi que ce soit à Charo, le seigneur démon leur fera la peau. Ignote lui dit qu'il irait avec lui. Ces soldats se blessent souvent à l'entraînement. Je me demande jusqu'à quelle heure cette guérisseuse travaille. Quand ils partirent ensemble, les villageois les regardèrent avec stupeur. Igna et un démon ensemble. Oh là là! En arrivant à la guilde, les alliés virent et entendirent comment les aventuriers se traitaient de Charo avec prévenance.
Il l'avertissait de faire attention où elle mettait les pieds et lui proposait leur aide. Ignot remarqua avec surprise « Wow, quelle guilde! » On aurait dit que tout le monde aimait Charo. Yagra s'exclama avec admiration. « Ah ouais, c'est la fille du seigneur démon, » dit Yagra. Ignot lui ne pensait pas que c'était pour ça qu'il l'appréciait. Soudain, il aperçut Marinette et marmonna que le seigneur Alf la cherchait justement. S'approchant d'elle, il l'appela par son nom. La jeune fille lui donna un coup de bâton dans le ventre et dit avec un sourire. « Enchantée de faire votre connaissance. » Elle était l'aventurière débutante Marie et elle comptait sur son aide. Ignot la regarda confus. De quoi parlait-elle? C'était Marinette la sage. La jeune fille l'enfonça plus fort et avec insistance, le regardant droit dans les yeux, répéta. « Je suis juste Marie. »« C'est bien compris. » Ignot hocha la tête confus. Elle serra les dents et dit « Bien. » Puis d'un ton désinvolte, elle ajouta « Ça fait si longtemps qu'ils ne se sont pas vus. » Quand elle a entendu que Popul allait voir Drow, elle a supposé qu'il était parti avec elle. Ignot fit remarquer perplexe. Comment aurait-il bien pu quitter sa patrie? Marinette gloussa et dit « Quel patriote! » Elle était heureuse qu'il n'ait pas changé d'un pouce. À ce moment, Jagger l'interpella et lui dit d'arrêter de bavarder. Il devait trouver un soigneur. Marinette demanda au type d'un air sombre « C'est qui, lui? Je peux le tuer. » Jagger s'approcha et lui dit d'un ton irrité « Elle cherche les ennuis. Si ça lui chante, on n'a qu'à partir. » Ignot intervint dans leur dispute et dit au démon d'arrêter de parler comme ça ou il le regretterait. Marinette répliqua avec un sourire malicieux. « Jagger veut se battre. C'est parfait. » À ce moment, Cher s'approcha d'eux et leur demanda de ne pas se battre. Elle avait l'air si agitée que les deux adversaires se calmèrent immédiatement. Marinette lui dit avec un sourire « On ne se bat pas. On veut juste s'entraîner. » Yagra lui demanda d'un ton mécontent « C'est qui déjà qui voulait le tuer? » Marinette se tourna brusquement vers lui, attrapa sa main et la secoua si fort que les larmes lui montèrent aux yeux de douleur. Avec un doux sourire, la jeune fille lui demanda s'il pouvait s'il vous plaît arrêter de dire des bêtises. Elle ne lui pardonnerait pas si Cher était déçu par elle. « On ne se disputait pas, n'est-ce pas? » dit Yagra d'un air penaud. « Oui, c'est vrai. Jamais il ne causerait le moindre souci à Cher. » La fille du seigneur démon expira et sourit. Alors c'était une petite chamaillerie d'amicales. Est-ce qu'ils sortaient vraiment ensemble? Marinette et Yagra la regardèrent surpris et s'écartèrent l'un de l'autre. Une fois dehors, ils se tenaient face à face. Le protagoniste les surprit à ce moment-là. Ignot lui résuma brièvement la situation et ajouta « Il peut voir la suite par lui-même. » Alf leur dit d'arrêter ça immédiatement. Marinette lui répondit irritée « Et pourquoi je devrais partir? Eh bien, laisse Yagra tranquille. » Le garçon lui rétorqua avec colère qu'elle n'avait pas d'ordre à lui donner. Le protagoniste dit à Yagra de se calmer. Puis il se tourna vers Ignot pour qu'il sépare les deux brutes, mais son camarade lui dit qu'il ne pourrait pas les arrêter même en faisant de son mieux. Le protagoniste savait que si Jagger perdait son sang-froid, il devrait débourser une fortune pour réparer le palais. Si seulement quelqu'un pouvait les arrêter. À cet instant, Popul interpella le protagoniste et il fut fou de joie de la voir. La jeune fille l'informa qu'elle avait apporté le déjeuner pour Ignot. Alf désigna Yagra et Marinette et lui demanda comment les arrêter. Paul s'exclama avec surprise. « C'est Marinette, ça! » Après tout, c'est ben elle que M. Alf cherchait la sage Marinette. Yagra, enfonçant sur elle, dit avec colère « Sage ou pas, je vais m'occuper d'elle en moins de 2. » Se tournant vers elle, il l'invita à attaquer. Marinette activa son pouvoir magique et se lança dans la mêlée. Yagra, tout en parant ses coups, se demandait quel genre de magie elle utiliserait. Feu haut. Il devait être prêt à tout. Les adversaires s'attaquèrent. Elle le toucha avec son bâton et Yagra fut projeté en l'air volant en arrière, avec une telle force qu'il s'écrasa au sol, défonça le mur et continua sa course de l'autre côté. Le protagoniste s'exclama confus. « Quoi, juste avec un bâton? » Marinette soupira et, comme si de rien n'était dit, « Je pense que le vainqueur est désigné. » Le protagoniste stupéfait remarqua. « C'est ça, Marinette la sage, les sages ne sont-ils pas censés utiliser la magie? » Popul lui répondit calmement que c'est qu'elle avait fait. Il se précipita vers Yagra lui demandant comment il allait. Pendant ce temps, Marinette demanda la permission de se retirer. Elle était sur le point de partir, mais le protagoniste l'arrêta, lui demandant avec irritation ce qu'elle comptait faire pour le mur. Qu'elle le répare, puisque c'est elle qui avait fait ce gâchis. Elle renifla avec mépris et dit qu'il était vraiment mesquin. Le protagoniste se dit qu'elle avait accepté bien vite et qu'elle allait donc le réparer avec de la magie comme on pouvait s'y attendre de la part d'une sage. Marinette activa son pouvoir magique, créa un cercle de pierre et le projeta dans le trou du mur, le bouchant à moitié. Alf se demanda perplexe ce qui se passait. Elle soupira, croisa les bras et dit « Eh bien, elle a bouché le trou comme convenu. » Le protagoniste pensa avec irritation à quel point elle était mesquine. Il demanda à Popul si elle était vraiment une sage. La jeune fille lui expliqua que sage est un titre donné à ceux qui maîtrisent la magie la plus puissante de ce monde. Cependant, cette magie était quelque peu différente de ce qu'il s'imaginait.
Il lui demanda perplexe ce qu'elle voulait dire. Popule continua. Marinette est la magicienne la plus douée dans le domaine du renforcement corporel et de la guérison. Comme il avait pu le constater, elle pouvait facilement porter de lourdes pierres. Le protagoniste pensa « Je vois ». Il s'attendait à quelque chose de différent, mais une sage reste une sage. Quoi qu'il en soit, l'important était de la rallier à sa cause. Popule le mit en garde. Il valait mieux ne pas lui dire à quoi il pensait. Le protagoniste s'approcha de Marinette, l'appela par son nom et lui dit que c'était tout simplement incroyable. Elle le corrigea d'un ton irrité. « Je suis l'aventurière Marie. Arrête de te moquer de moi. » Alf, confus, pensa « un faux nom ». À ce moment, Marinette se précipita sur Popule, l'attrapa, la serra dans ses bras et s'exclama « C'est vraiment toi !» La jeune fille commença à se débattre dans ses bras en disant que ça faisait mal et qu'elle devait la lâcher. Marinette fit remarquer « Soit ». Ce n'était qu'un câlin. Avait-elle encore perdu du poids? Il fallait qu'elle mange correctement. Pookie essayait toujours de se libérer, lui demanda quelle était cette façon de s'inquiéter. La sage continua. Était-ce juste une impression ou était-elle devenue encore plus petite? Le protagoniste interpella Marinette. Elle se tourna vers lui et relâcha Popo, lui demandant ce qu'il y avait d'autre. En réponse, il lui demanda « Est-elle devenue une aventurière qu'elle me corrige si je me trompe? » Elle haussa les épaules irritée et lui demanda « Et alors? » Le protagoniste rit, leva la main et lui dit que ce n'était rien. Il voulait juste s'en assurer et lui souhaiter bonne chance. Après un moment, tout en rangeant Popule, dit autre chose. La sage Marinette est devenue une aventurière. Cela signifie qu'ils peuvent lui confier des tâches par l'intermédiaire de Cher. Alf lui demanda surpris. « C'est vraiment ça que tu voulais me dire? » La jeune fille répondit. « Oui, en effet. » Marinette a un sale caractère. Les seules personnes qu'elle écoute sont ses petites chouchoutes. Le protagoniste lui demanda avec stupéfaction. « Dans ce cas, vous supportiez tout ça exprès. » Elle répondit. « Exactement. » Elle la laissait la draguer pour qu'il puisse travailler avec elle. Il dit pensif, vraiment. À ce moment-là, Yagra surgit du mur brisé en jurant et en demandant à tout le monde où cette folle était passée. Le protagoniste lui demanda s'il était réveillé. Après l'avoir vaincue, elle était retournée à la guilde. Le type demanda avec regret « J'ai vraiment perdu contre elle. Ces derniers temps, tout ce que j'ai fait, c'est traîner dans les champs, donc je ne me suis pas du tout entraîné. » Il se tourna résolument vers le protagoniste et lui dit qu'il allait demander au suzerain du temps pour s'entraîner au combat et qu'il y allait sur le champ. Le protagoniste le conduisit au sous-sol du palais. Yagra lui demanda confus « Qu'est-ce qu'on fait ici? » Le protagoniste répondit calmement « Il va tout comprendre maintenant. » Un bruissement se fit entendre sur le côté et Yagra s'exclama avec surprise « Suzerain, que faites-vous dans un endroit aussi immonde? Attendez, je vais remettre cette pièce en état tout de suite. » Randleberto l'arrêta, lui disant de ne pas s'inquiéter. Il ajouta qu'il était prêt à tout endurer pour un déjeuner avec Cher. Le protagoniste pensa qu'après tout, c'était lui qui avait choisi où placer le cercle de téléportation. Le roi démon demanda « Plus important encore, pourquoi m'attendiez-vous dans cet endroit? » Yagra dit avec embarras. Ça lui faisait mal de l'admettre, mais il n'était pas assez fort pour suivre ses ordres. Qu'il le laisse s'entraîner. Randleberto demanda à Aleph s'il manquait vraiment de force. Le protagoniste répondit « Pas vraiment », le suzerain dit en réfléchissant. Les prouesses au combat de Yagra étaient stupéfiantes. Il possédait également des connaissances impressionnantes. L'absence d'un tel guerrier ne le dérangerait-il pas? Le protagoniste répondit qu'un peu d'aide supplémentaire ne serait pas de refus, mais que les fermiers de Jürgen avaient accumulé assez d'expérience. Il ne pensait pas que Yagra avait besoin de venir tous les jours. Il se contenterait qu'il passe de temps en temps. Le suzerain gloussa et dit à Yagra « Dans ce cas, j'espère qu'il ne te décevra pas. » Yagra, n'arrivant pas à croire qu'il n'était pas en colère, attrapa la main de Randleberto, la secoua et lui dit « Oui, en effet, merci beaucoup. » Il jura qu'il deviendrait beaucoup plus fort qu'avant. Le protagoniste s'excusa de les interrompre et demanda au garçon s'il avait déjà décidé où il allait s'entraîner. Yagra dit « Oui, en effet. Si je dois visiter Jürgen de temps en temps, je ne peux pas aller loin. Je m'entraînerai probablement dans une forêt profonde. »« Pourquoi tu demandes ça? » Alf lui dit « Dans ce cas, il faut que tu fasses quelque chose. » Quelque temps plus tard, Yagra arriva à la guilde des aventuriers et dit à Cher qu'il voulait rejoindre la guilde pour devenir plus fort. La jeune fille lui demanda surprise « De quoi tu parles? » « Mais tu ne travaillais pas dans les champs. » Le garçon la rassura, lui disant de ne pas s'en faire. Il en avait déjà discuté avec Alf et le suzerain. Cher dit « Je vois. Dans ce cas, suis-moi. » Les aventuriers de la guilde commencèrent à chuchoter. Il semblait qu'un démon voulait les rejoindre. Est-ce que c'est normal? Même si Cher est aussi un démon. Ils doivent agir en fonction de la situation. Yagra se tourna vers eux et dit à la fille que c'était un peu bruyant ici. Peut-être qu'il devrait les calmer. Cher lui dit que ce n'était pas bien. Elle serait en colère s'il mettait le bazar.
Le garçon s'excusa penaud, ajoutant qu'il en avait trop dit. Et au fait, il avait fini. Elle lui dit « D'accord, voici ta carte d'identité. » En lui tendant le document, Cher dit avec un sourire « À partir de maintenant, tu es un aventurier. » Et elle le félicita. Qu'ils choisissent une quête appropriée sur le tableau. Ils ont un système de caution alors qu'ils ne choisissent rien de trop difficile. Il lui répondit comme elle le souhaitait et regarda le tableau des quêtes autour duquel les aventuriers étaient rassemblés. Il s'approcha des requêtes et commença à les examiner. Il y avait des caisses de nettoyage de garde et de collecte. Le nettoyage se limitait aux loups et aux orques, mais comme il s'entraînait, il devait trouver un ennemi puissant. À ce moment, une des requêtes attira son attention. Il s'agissait de tuer un dragon rouge et de récupérer ses restes. La récompense promise était de 10 pièces d'or. La caution était d'1 pièce d'or. Cette quête était de rang S en termes de difficulté et nécessitait un groupe de 2 personnes ou plus. Un dragon rouge avait été découvert dans la grande forêt des ténèbres éternelles. Il devait être tué avant qu'il ne puisse attaquer les villes. Le commanditaire était Aleph. Yager était surpris. Le protagoniste avait passé une commande. Avait-il seulement autant d'argent? Mais après tout, pourquoi s'en préoccuper? Ça l'arrangeait. Il tendit la main pour prendre la requête, mais Marinette le rejoignit également intéressée par la mission. Avec irritation, elle lança au garçon qu'elle l'avait prise la première. Il répliqua. « Pas question. C'est lui qui l'avait touchée en premier. » Les aventuriers qui les observaient surent un hoquet de surprise. Est-ce que ce démon et cette femme se battaient encore? Ils se mirent à scander joyeusement le mot « baston » et à placer des paris sur leurs adversaires. Cher hurla à plein poumon. Ils avaient encore semé la pagaille. Yagra confus s'excusa auprès d'elle et Marinette lui dit qu'elle l'avait prise la première. Cher, en lisant la requête, fut indigné. Un dragon rouge. Ce ne sont que des débutants complets. Ils sont seulement de rang F. Pourquoi agissent-ils si imprudemment? Ils doivent augmenter leur rang pour accepter des quêtes difficiles. Comment peuvent-ils ne pas comprendre à quel point c'est dangereux? Marinette lui dit que pour elle, tout irait bien. C'était pour la protéger. Yagra dit qu'il voulait combattre un dragon pour parfaire ses compétences au combat. Cher soupira lourdement et dit d'accord. Où sont leurs camarades? Ils demandèrent confus. De quoi parlait-elle? La jeune femme dit que cette quête était pour un groupe et qu'ils ne pouvaient donc pas la faire seuls. Dans ce cas, ils devront amener une personne de plus ou alors faire équipe. Les deux rivaux s'écrièrent à l'unisson. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Yagra était indigné. Il ne pouvait pas travailler avec elle. Marinette lui dit qu'elle ne voulait travailler avec personne d'autre qu'elle. Elle ne le protégerait pas. Cher se tourna tristement vers Yagra et lui dit « C'est comme ça ». Son père avait dit qu'il attendait beaucoup de lui et Marinette lui avait dit qu'elle pouvait compter sur elle à tout moment. Les rivaux se jetèrent un regard puis en lancèrent un à Cher avec une irritation contenue et se résignèrent à la situation. Marinette dit « On n'y peut rien, c'est une mission difficile. » Yagra passa même un bras autour des épaules de Marinette pour faire plaisir à Cher et dit qu'il trouverait bien une solution. La jeune femme frappa dans ses mains de joie et s'exclama « C'est super! Vous êtes de si bons amis. Je vais vous préparer un contrat tout de suite. » Sur ces mots, elle courut joyeusement vers le comptoir. Yagra, indigné, lui lança « On n'est pas amis. » Mais Cher ne l'entendit même pas. Un peu plus tard, le protagoniste sirotant son thé pensa avec un sourire. Marinette et Yagra sont devenus des aventuriers. Tout se déroule encore mieux que ce qu'il avait prévu. Pendant ce temps, dans le domaine de Jouro, le propriétaire des lieux lui-même rit malicieusement et dit à ses assistants « Ils doivent être en train de devenir fous en ce moment à cause de l'apparition du dragon. » L'un des assistants laissa échapper un son de surprise. Jouro lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? » Le garçon confus répondit « Non, rien. » Il pensait que le propriétaire avait ordonné aux soldats de vaincre le dragon. Jouro se mit en colère et lui cria « Idiot! Tout ça, c'était pour énerver le monstre. » Il soupira et dit « Bon, et pour les taxes? » « Les avez-vous augmentées? » Les assistants répondirent « Oui, monsieur. Tout est comme vous l'avez ordonné. » Une taxe d'1 pièce d'or a été introduite pour entrer dans son domaine, tandis que la sortie coûterait aux gens 10 pièces d'or. Jouro s'exclama « Excellent. » L'un de ses assistants lui demanda s'il était sûr de sa décision. Cela pourrait provoquer le mécontentement de nombreuses personnes. Jouro le regarda avec irritation et fit la remarque. « Pourquoi crois-tu que j'ai besoin de soldats si quelqu'un se révolte qu'on lui prenne simplement tous ses biens? Le jeune homme répondit « Comme notre maître l'ordonne, marmonna le noble. Même mes soldats n'ont pas pu tuer le dragon, alors ce serait bien trop pour Aleph. » Après ces mots, il eut un rire malveillant et mauvais. Quelque temps plus tard, alors que Yagra et Marinette partaient en mission, le jeune homme dit en regardant autour de lui. « Et pourtant, pourquoi le dragon est-il soudainement devenu si enragé? Il n'attaque pas les gens tant qu'on ne l'attaque pas, » lui répondit Marinette comme si quelqu'un l'avait provoqué. Elle était sur le point d'ajouter quelque chose, mais à cet instant, un grognement sourd vint de derrière les buissons et la jeune femme serrant le poing dit que s'il s'approchait davantage, elle le frapperait.
Un monstre bondit sur elle. Marinette l'accueillit d'un coup puissant et projeta le monstre vers Yagra, qui l'acheva également à main nue. Après quoi il lui dit que oui, elle était aussi forte qu'un monstre. Cependant, c'était la raison pour laquelle il voulait la surpasser. Marinette lui répondit avec irritation. Elle ne céderait jamais face à quelqu'un comme lui. Soudain, à cet instant, un rugissement terrible se fit entendre et les alliés devinrent méfiants. Yagra, confus, demanda si c'était le rugissement d'un dragon. Marinette lui ordonna de la suivre. Après avoir marché un peu, ils virent les cadavres de soldats. Yagra fit de la remarque surpris. « Seraient-ce vraiment des aventuriers? » La jeune femme lui répondit. « Pas du tout. Les aventuriers portent un équipement moins cher. »« Apparemment, ce sont des soldats d'une famille noble, » conclut le démon. « Bah, et alors quelle importance? » lui répondit Marinette. « C'est exactement ça. Qu'il aille se cacher quelque part, je vais m'occuper du dragon. » Yaga lui répondit sèchement. Qu'elle le laisse tranquille. C'est sa proie. Soudain, un dragon rouge s'éleva de la forêt au-dessus d'eux en poussant un rugissement terrifiant. Les alliés surpris prirent une posture de combat, se préparant à attaquer. Le dragon cracha des flammes mortelles de sa gueule. Les alliés esquivèrent son attaque. Yagra activa son renforcement corporel et d'un bond utilisa son pouvoir magique pour frapper l'ennemi. Marinette l'attaqua de l'autre côté et le dragon, en se recroquevillant, piqua vers le bas. Les alliés se postèrent sur différentes branches d'un arbre voisin. Yagra s'exclama avec surprise. « Déjà à plat! » La jeune fille lui répondit. « C'est un dragon. Il ne va pas mourir avec seulement 2 coups. » L'ennemi atterrissant au sol expira avec colère et regarda ses adversaires. Le démon dit « Excellent, il avait juste besoin d'un partenaire d'entraînement. » À ce moment, le dragon s'envola de nouveau, activa son immense pouvoir et déchaîna une colonne de feu sur l'ennemi. Yagra activa sa défense, mais Marinette, le traitant d'idiot, lui cria que ça ne le sauverait pas des flammes. La jeune fille activa sa propre défense et l'étendit à Yagra. Le dragon commença à les attaquer depuis le ciel. Ses coups enflammés étaient dévastateurs, mais la barrière protectrice de Marinette résista à toutes ses attaques. La jeune fille remarqua qu'il attaquait à nouveau. Yagra, attendant le bon moment, cria à l'ennemi de s'étouffer avec sa propre attaque. Sur ces mots, il bondit hors de la barrière, activa son renforcement corporel et en plein air asséna un coup fatal à la tête de l'ennemi. L'ennemi poussa un cri déconcerté et commença à tomber comme une pierre. C'était clair, il était fini. Le démon dit avec surprise « On dirait qu'ils ont réglé le problème. » Marinette lui cria dessus avec indignation. « Tu veux mourir ou quoi? Tu ne devrais plus jamais agir de manière aussi imprudente. » Yagra s'excusa auprès d'elle, ajoutant qu'elle l'avait vraiment bien aidée. La jeune fille, avec une indifférence feinte, répondit que s'il mourait, Shera serait triste. Elle l'avait sauvé uniquement pour cette raison. Le démon lui demanda quoi faire avec le dragon. Elle répondit que c'était lui qui l'avait tué, donc c'était à lui de le porter. Le garçon regarda l'énorme ennemi et dit « Sérieux ». En soupirant, il attrapa le dragon par la queue, le jeta sur son épaule et se mit à le traîner, se rassurant en se disant que cela faisait partie de l'entraînement. Ce soir-là, Cher invita Marinette à la rejoindre à l'étage. La jeune fille s'exclama timidement « Elle veut vraiment être seule avec moi. Ça veut dire qu'on est plus que des amis. » Cher ouvrit silencieusement la porte du bureau du personnage principal. Marinette le dévisagea confuse, mais il lui fit un signe de la main et la salua. Elle lui répondit. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Se tournant vers Char, elle lui demanda ce que tout cela signifiait. Charo dit « Alf t'a appelé, alors je t'ai demandé de me suivre. » Marinette grogna, faisant semblant de ne pas avoir entendu son nom. Le protagoniste désigna le canapé en face de lui et lui demanda de s'asseoir. « J'aimerais vous parler. » La sage lui répondit avec défiance. « Mais moi non. » Il précisa « Vous comptez partir. » La jeune fille répondit que oui. Alf dit « Mais nous sommes dans le bureau de Carole. » Marinette, après un moment de réflexion, s'assit avec raideur en face de lui. Soudain, ses yeux lancèrent des éclairs et elle lui dit avec indignation de ne pas s'imaginer des choses étranges. Si elle avait décidé de s'asseoir, c'était parce que c'était la chaise où Charo s'était assise. Il fit remarquer que ça lui était légal. Il avait une faveur à lui demander. La jeune fille gloussa et refusa fermement. Le protagoniste demanda « Et si c'était Char qui vous le demandait? » Marinette répondit immédiatement « Alors j'accepterai avec joie. » Cher se demanda avec surprise pourquoi le protagoniste l'appelait par un autre nom. « C'était Marie, n'est-ce pas? » Le protagoniste dit à Marinette qu'il voulait lui demander de détruire l'une des portes principales du domaine de Drow. Les habitants attendaient une chance de s'échapper de ces terres, mais à cause d'une nouvelle taxe, ils ne pouvaient pas passer par la porte principale. Ils voulaient qu'elle leur crée un nouveau passage. La jeune fille réfléchit un instant puis demanda quelle était la récompense. Il rit et dit « Tout est prêt. » Quelque temps plus tard, elle et Popo partirent en mission. Popo demanda avec indignation « Mais pourquoi elle? » Marinette rit d'un air penaud et lui dit qu'il n'avait pas le choix. Le protagoniste lui avait dit qu'il désignerait Popol comme son guide en guise de récompense. La jeune fille répondit qu'elle connaissait en effet mieux que quiconque la vie des gens dans le domaine de Jeannot, mais y aller avec elle, c'était une autre histoire.
Marinette fit la remarque. Tu étais contente toi aussi? Soudain, Popol dit « On est arrivé, voilà les portes ». Les filles regardèrent devant et sur les côtés évaluant la situation, puis jetèrent un coup d'œil à la porte et Popo dit à Marinette qu'à partir de maintenant, elle devait suivre ses ordres. La sage s'exclama « Je ne te décevrai pas. Pour commencer, on va défoncer cette porte. » Popo réussit à peine à l'arrêter l'attrapant par la ceinture et lui dit avec indignation « On ne peut pas simplement endommager la propriété des autres. » Marinette dit d'un ton attendri la serrant dans ses bras que de toute façon elle n'avait pas à être timide. Popule lui répondit avec irritation « Pas question. Attends-moi ici. Si tu bouges d'un seul pas, tu auras des problèmes. » Marinette lui répondit sarcastiquement « Oh là là, tu vas me punir. » Alors elle ferait même 1 million de pas, s'exclama Popel irrité. Elle ne lui reparlera plus jamais. La sage lui répondit d'un ton conciliant. Qu'elle lui pardonne. Elle l'attendrait ici. Popel s'avança courageusement. Un garde se tenait à la porte et lui a dit de ne pas bouger. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? La jeune fille pensa qu'il ne la connaissait peut-être pas, alors elle avait peut-être une chance. Popo, l'air confuse, dit qu'elle voulait juste rentrer chez elle. Le garde lui demanda si elle était perdue. Le problème, c'est qu'ils opéraient actuellement selon des règles strictes. Elle devait payer une pièce d'or. Est-ce qu'elle comprenait ça? Popel réalisa qu'il ne servait à rien de discuter à ce rythme. D'une voix plaintive, elle lui demanda s'il voulait vraiment lui prendre autant d'argent. Le garde, perdant tout intérêt, lui dit de ficher le camp, de le laisser travailler. La jeune fille comprit qu'elle n'avait aucune chance et lui disant qu'elle partait maintenant juste pour qu'il ne se fâche pas, elle fit demi-tour et repartit en tapant des pieds. Marinette remarqua sarcastiquement « Bon retour. Comment ça s'est passé? » Popo répondit avec indignation que le garde n'avait même pas voulu l'écouter. La sage était indignée, l'ignorer équivalait à chercher la mort. Elle allait lui flanquer une bonne raclée. Popel le lui interdit disant que c'était un dernier recours. Elle voulait résoudre cela pacifiquement. C'était la seule façon de gagner la confiance du peuple. Marinette marmonna confuse. Oui, elle ne comprenait pas. Popel dit « Quoi qu'il en soit, nous allons devoir installer notre camp ici jusqu'à ce qu'un autre garde arrive. » La sage s'exclama joyeusement « On va vraiment dormir dans la même tente. » La jeune fille répondit avec irritation. « On dormira dans des tentes séparées. » Pendant ce temps, les gens coincés sur le territoire de Jouro étaient indignés. Tôt ou tard, ils les achèveraient tous. Ils devaient en s'échapper. Mais comment faire? Il y avait des gardes à toutes les portes. S'ils se faisaient remarquer, c'en serait fini d'eux. Un des hommes dit « Nous devons trouver un autre moyen. » Le deuxième homme dit brutalement « Le royaume de Jurgen ne se soucie pas de nous. Mais si on reste les bras croisés, Jano augmentera encore les impôts. Devrions-nous nous enfuir ou tuer Jano? » Le troisième homme fit remarquer « Qui sait, peut-être qu'il interdira complètement aux gens de se rassembler n'importe où. Nous devons trouver une solution au cas où. » Tout le monde était d'accord avec lui. Le lendemain matin, Popel fut la première à se lever. Elle prit son petit déjeuner et se rendit à son poste. En approchant de l'endroit, la jeune fille pensa que le garde avait changé. Elle s'approcha du garde et lui demanda si elle pouvait lui poser une question. Le garde répondit à sa demande et supposa qu'elle était perdue. Si elle voulait entrer, elle devait attendre l'ouverture des portes. Elle se dit qu'il avait l'air d'un type sympa. Popel lui dit qu'elle voulait vraiment lui parler. Le garde se pencha légèrement vers elle et demanda « À propos de quoi? » La jeune fille dit « Pour passer ces portes, il faut payer un droit, n'est-ce pas? Mais vous n'avez même pas essayé de me demander de l'argent. Pourquoi? » Le garçon pâlit et s'exclama. Se pouvait-il qu'elle soit une sbire de Jono? Il s'inclina brusquement, s'excusa et lui dit qu'il était interdit aux gens d'entrer à une heure aussi matinale. Par conséquent, il avait décidé qu'il ne valait même pas la peine de mentionner le péage. Elle se réjouit mentalement de sa réponse puis lui demanda d'un air conspirateur s'il n'avait pas pitié des gens forcés de payer ce péage. Le garde s'exclama avec crainte. Bien sûr que non. Elle sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle était une subordonnée du prince Alph. Le garde sembla sur le point de s'évanouir, si étonné qu'il lui reposa la question. « Le prince Alph » continua Popel. Il avait appris ce qui se passait dans le domaine de Jano, alors il avait élaboré un plan pour aider ces gens. C'était précisément pour cela qu'ils avaient besoin d'aide. Le garde se pencha vers elle et demanda à voix basse « Mais comment pourrais-je vous aider ?» La jeune fille dit qu'il voulait défoncer les portes quand ce serait de nouveau son tour de garde. Il devrait en informer les gens sans que Jano ne le découvre. Elle réfléchit un instant, puis nota que s'il était seul, il pourrait simplement ouvrir les portes. Le garde hésita et dit avec incertitude que ce ne serait pas si facile à faire seul. Popel en conclut que dans ce cas, il défoncerait quand même les portes comme prévu initialement. Ils essaieraient de retarder les soldats de Jano pour que les gens puissent s'échapper vers la capitale. Le garde répondit qu'il avait compris. Il ajouta que son tour de garde serait dans 6 jours et qu'il essaierait d'avertir autant de personnes que possible. Popo le remercia avec un sourire et dit qu'Alf aiderait certainement tout le monde, donc il ne devait pas s'inquiéter. Le garde s'inclina devant elle et répondit qu'il avait compris.
Quand Popel retourna à leur camp de fortune, Marinette sortit de sa tente bâilla et lui demanda où elle allait si tôt. Popo l'informa joyeusement qu'elles avaient terminé la première étape du plan. Elles ne reviendraient pas avant 6 jours, alors elles devaient rentrer maintenant. Marinette était indignée. Qu'est-ce qu'elle racontait, elle, qui voulait tellement passer un peu plus de temps ici? La jeune fille, ignorant ses grognements, montra le panier de nourriture et demanda si elle n'avait pas pris son petit déjeuner. Marinette répondit « Eh bien, je n'avais tout simplement pas faim. » Popel dit « Vraiment. Eh bien, alors on retourne à la capitale. » Alors que Marinette se mettait en route, elle se dit que la seule chose pour laquelle Popo n'était pas doué, c'était la cuisine. Quelque temps plus tard, Pop retourna au palais de Jurgens. Après l'avoir écouté, le protagoniste fit remarquer « C'est donc comme ça qu'elle a réussi à convaincre le garde. » La jeune fille lui répondit « C'était vrai bien qu'ils dussent attendre. » Le protagoniste dit que rien ne pressait. Géo ne se souciait que de l'argent si bien qu'il ne remarquerait que les gens étaient sur le point de l'abandonner que lorsqu'il serait trop tard. C'était peut-être une ruse. Il devrait préparer des pièges en cas d'urgence. Popo admit qu'il avait raison. Elle aimerait certainement gagner sans se battre. Peut-être devrait-elle emmener Marinette et Ignote avec elle. Le protagoniste répondit « Bien sûr. » Au pire des cas, il attirerait le seigneur démon. Lui répondit la jeune fille. Elle comptait sur lui. Cependant, leur force serait insuffisante. Alf parla avec inquiétude. L'armée ennemie comptait plus de 100 soldats. Il ne fallait pas qu'ils meurent. Paul l'assura que personne ne mourrait, mais qu'ils devaient se préparer. Il leur demanda d'être prudents. Quand Poe partit, il marmonna « Pour l'instant, on peut aider la guilde. » En regardant à l'intérieur, il vit Shaw qui avait l'air triste. Le protagoniste s'approcha d'elle et lui demanda ce qui s'était passé. Elle lui dit avoir entendu une rumeur selon laquelle il prévoyait de détruire les portes des terres de Jeannot. Était-il sûr que cela en valait le risque? Le protagoniste lui expliqua qu'il fallait payer une taxe pour franchir les portes, mais que Jono volait littéralement ses sujets. Il n'avait même pas l'argent nécessaire pour quitter la ville. Peut-être que certains de ses sujets préparaient une rébellion, mais il doutait qu'il les laisserait faire. La jeune fille reconnut qu'il avait raison. Mais et si quelqu'un était blessé, il lui répondit que cela signifierait que la main-d'œuvre serait réduite. En gros, un grand nombre de réfugiés arriverait et tout deviendrait très bondé. Chéro souriante fit remarquer qu'elle le comprenait. La jeune fille ajouta que la guilde manquait de personnel et qu'elle en serait donc heureuse. Alf dit pensif. Il ne reste plus qu'à construire de nouveaux abris et à préparer des provisions. Il y a tant de travail à faire. Le jour suivant, les alliés commencèrent leurs préparatifs. Ignote en creusant un trou marmonna avec indignation. À quoi bon, c'est la route principale qui mène à la capitale. Au minimum, ça ralentira l'avancée de l'ennemi. Marinette, qui l'aidait, fit remarquer que si ça n'avait pas été la demande de PPE, elle aurait refusé sur le champ. Ignote ajouta qu'à son avis, personne ne tomberait dedans. P en les regardant faire le complimenta. Quelle force il avait creusé un tel trou en un clin d'œil. Marinette s'exclama indignée. Elle aussi, elle avait travaillé dur. Qu'on la félicite, elle aussi, Popule se reprit et dit « Oui, elle aussi, elle fait du bon travail. » Ne pourrait-elle pas creuser un trou encore plus grand? Ignote regarda sa camarade surpris. Marinette, ravie des compliments, se remit au travail avec une énergie nouvelle. Le garçon s'exclama « C'est vrai, elle ne chôme pas, mais je ne me laisserai pas faire non plus. » Ils étaient sur le point de se disputer à nouveau, mais Popel les supplia d'arrêter. Elle déclencha une explosion sur la route, créant elle-même un trou, et pensa « Maintenant, il ne reste plus qu'à défoncer la porte. » C'est ainsi qu'ils passèrent à la partie principale de leur plan. À ce moment-là, Karl se tenait près du domaine de Jouro, rempli à ras-bord de toutes sortes d'effets personnels et de caisses. Le noble lui-même était assis avec prétention dans son carrosse, ordonnant aux soldats d'avancer. Le chevalier en chef lui demanda perplexe « Allez-vous vraiment emmener tous les soldats? Si des monstres attaquaient la ville, les civils ne pourraient pas se défendre. » Jouro lui répondit brutalement avec indifférence. Il avait pris tous les bijoux. S'il arrivait quoi que ce soit, les gens n'avaient qu'à s'enfuir. Il pensait qu'il était peu probable que les civils forcent eux-mêmes les portes. Ils chercheraient de l'aide à l'extérieur. Très probablement, ce serait le prince Alf. Depuis son retour, il n'avait fait qu'accumuler les pertes. Il devait l'affaiblir avant qu'il n'agisse. Le noble cria à plein poumon à ses guerriers. Les soldats de Jurgens seraient vaincus en un instant. Alf regretterait de s'être jamais frotté à lui. 2 heures plus tard, Jouro hurla sur les soldats pour leur lenteur. Ils devaient avancer plus vite. Et ça osait s'appeler des soldats. Voulaient-ils qu'ils réduisent leur paie pour qu'ils se bougent plus vite? Le commandant des soldats confus l'informa qu'il y avait un trou sur leur chemin. Le noble agita furieusement son épée par la fenêtre et lui hurla de ne pas lui désobéir. S'il désobéissait, il le tuerait. Soudain, il poussa un cri de surprise comme si une force inconnue venait de pousser son carrosse et ses gardes dans le trou. Les autres soldats regardaient de la scène paniqués. Le commandant cria avec anxiété le nom du noble ajoutant « Je vous avais bien dit qu'il y avait un trou ici.
Juro, d'une voix hystérique et perçante, lui hurla de le sortir de là immédiatement, sinon il les priverait de leur salaire. Pendant ce temps, le protagoniste et ses alliés observaient depuis leur cachette. Paul s'exclama avec surprise. « Eh bien, ils sont vraiment tombés dedans », remarqua le protagoniste. « C'est exact. Tout se déroule comme prévu », dit-elle embarrassée. « Comment ce noble peut-il être aussi grossier? Les soldats ont-ils vraiment fait quelque chose de mal? » Le protagoniste se mit à rire. « Non, ce n'est pas vrai. » Ils n'arrivaient tout simplement pas à croire qu'ils étaient tombés dans leur piège. Ils devaient profiter de la situation, jouer les méchants et intimider les soldats. Pepel lui a dit qu'elle comprenait. Pleine d'admiration, elle a dit à ALF que son allure de guerrier lui allait à ravir. « C'est tout simplement génial », a dit Pepel avec enthousiasme. « C'est le moment idéal pour semer un peu le trouble. » À ce moment-là, Marinette la prit dans ses bras et dit ravie. « Toi qui essaies de jouer avec la méchante, tu es tellement mignonne. » Indignée, la jeune fille lui a dit de la lâcher. La sage a bien essayé de se défendre, mais elle était tellement mignonne. Popel répondit irrité. « Je ne suis pas mignonne du tout. » Le protagoniste regarda Marinette d'un air mécontent. Pépépel lui a dit qu'elle essayait de faire une grimace effrayante. Il devait les intimider. Marinette a gloussé et a demandé « C'est ça ta tête qui fait peur. » La jeune fille lui dit vexée « C'est bon, laisse-moi faire. » À cet instant, la sage a projeté son attaque magique vers les soldats. Celle-ci a explosé en vol avant de frapper le sol y créant une fissure. Quand la fumée de l'attaque s'est dissipée, elle a dit surprise. On dirait que ce crétin n'est pas encore sorti de la fosse. Il n'est rien de mal à jeter des ordures dans une fosse pas vraie. Les soldats regardaient leurs adversaires avec horreur. Le protagoniste a dit « J'ai tellement pitié des soldats. » Pépel s'est mis à rire. Il lui a dit « Au fait, Marinette ne fait pas attention à moi, alors dis-le lui toi-même. » La jeune fille a répondu « Entendu ?» et a demandé 1 minute à la sage. Quand Marinette l'a regardé, la jeune fille lui a demandé de dire aux soldats qu'ils étaient prêts à épargner quiconque se rendrait volontairement, mais que ceux qui resteraient aux côtés de Juro mourraient avec lui. Lorsque Marinette a transmis leur proposition aux soldats, ils ont hésité. Que devaient-ils faire? À ce moment-là, le noble qui essayait de sortir de la fosse a crié à ses gardes de s'écarter de son chemin. Il s'est tourné vers les soldats qui leur a hurlé de le faire sortir de là, promettant qu'il augmenterait ensuite leur salaire. Le protagoniste a fait remarquer qu'il ne pensait une fois de plus qu'à lui-même. Il pensait que l'argent pouvait tout régler dans cette situation, s'est exclamé Jarno surpris. C'est bien le prince Alf, n'est-ce pas? Alors cette fosse, c'était votre œuvre. Le protagoniste a souri et a répondu « On peut dire ça ». Juro a hurlé « Vous n'êtes qu'un lâche », a rétorqué le protagoniste. C'est lui qui ose parler de lâcheté. Il s'est ensuite tourné vers les soldats et leur a demandé s'ils comptaient vraiment continuer à servir Juro. Vous a-t-il jamais récompensé pour votre service honnête? Devriez-vous vraiment continuer à obéir à ses ordres? Si vous faites défection, je vous traiterai comme il se doit. Le noble, comprenant qu'il avait perdu lui, a hurlé avec rage de se taire. C'est moi la main qui les nourrit. Sans moi, ils ne survivront pas une seule journée. Le protagoniste a soupiré et a dit aux soldats que s'ils voulaient vraiment mourir, alors libre à eux de rester avec Juro. Dans ce cas, Marinette vous enterrera vivant avec votre maître. Désespéré, le noble s'est tourné vers Pépel et lui a demandé où était sa reconnaissance. La jeune fille le regarda avec indifférence et dit « Tu m'as toujours traité de haut. » Le commandant des soldats Jarno leva la main et déclara « Je rejoins Jürgen. » Les soldats ont hésité un instant, puis ont eux aussi exprimé leur désir de suivre leur commandant. Le noble devint vert de rage et de désespoir. Pépel dit aux soldats « Bien. Dans ce cas, nous allons vous jeter une corde maintenant. » Il la leur lança, et les soldats commencèrent à grimper hors de la fosse. Le protagoniste dit à Juro qu'il ne restait plus que lui. Le noble poussa un grand soupir de rage, déclarant qu'il avait perdu et demandant de l'aide. Après l'avoir sorti, le protagoniste ligota l'homme et lui dit qu'en tant que dirigeant des terres que lui avait confié son père, il n'avait fait que terroriser son peuple. Quelles étaient vos motivations? Juro, détournant la tête, répondit qu'il voulait sauver le peuple de l'élite corrompue de Jürgen. Le protagoniste lui demanda « Qui est le corrompu ici? Peu importe, vous devez payer pour vos crimes. » Le noble dit tristement qu'il avait accepté son destin en se rendant. « Voulez-vous m'exécuter? » Alf répondit qu'il le jugerait selon les lois de ce pays. S'il prenait la décision seul, le peuple perdrait confiance en lui. Cependant, l'issue resterait probablement la même. Après quoi, le protagoniste se tourna vers les soldats du noble et déclara qu'il s'entraînerait sous la supervision d'Ignot. « Dorénavant, vous travaillerez pour Jürgen. L'un de vous a-t-il une objection? » Les guerriers furent surpris par ce qu'il venait de dire. « Et qu'en est-il de notre châtiment? » Le protagoniste répéta perplexe, « Un châtiment. Le travail d'un soldat est d'obéir à son maître. Vous ne faisiez que votre devoir, n'est-ce pas? » Le commandant répondit qu'il avait raison. « Mais êtes-vous sûr de votre décision? »
Le protagoniste a répondu que s'ils étaient si désireux d'être punis, il demanderait à Ignat d'être plus sévère avec eux. Le jeune homme s'exclama joyeusement. Il était toujours ravi d'accueillir de jeunes recrues ambitieuses. Nous nous entraînerons pendant 3 jours et 3 nuits à endurcir nos corps. Ensuite, Aleph demanda à Pipel s'ils auraient besoin de fonds supplémentaires pour subvenir aux besoins des nouveaux soldats. « As-tu récupéré les bijoux de Jouro ?» La jeune fille répondit « Oui, bien sûr. C'était simple. » Il lui dit qu'elle avait fait de l'excellent travail. Pendant ce temps, Marinette a placé le diadème sur la tête de Char et a déclaré qu'il lui appartenait. La fille du seigneur démon la remercia timidement. Le protagoniste se tourna de nouveau vers les guerriers et s'exclama. Dans ce cas, ils serviront fidèlement Jürgen en tant que ses soldats. Bien sûr, nous leur fournirons un logement. Leurs salaires seront peut-être légèrement réduits, alors ils doivent s'y préparer. C'est une punition. Les soldats s'exclamèrent stupéfaits. Ils vont nous donner de l'argent. Le protagoniste fut surpris par leurs paroles et leur dit que payer les soldats pour leur travail était une pratique courante, n'est-ce pas? Le commandant répondit que le seigneur Jonot les payait avec une exemption d'impôts et 3 repas par jour. Ils n'avaient donc pas d'autre choix que de devenir soldats. Le protagoniste en colère contre les nobles pensa « Maintenant je comprends pourquoi ils ne se sont pas rebellés. Les gens sans revenus n'ont pas d'autre choix que de devenir soldats. Sans avoir à payer d'impôts et avec 3 repas par jour, l'argent est complètement inutile. Je comprends mieux pourquoi le moral des soldats était si bas. Ah. » Il leur dit qu'il leur donnerait de l'argent et du temps pour se reposer. En retour, il leur demanda seulement de le servir fidèlement et de ne pas négliger leur entraînement. Les soldats répondirent joyeusement et à l'unisson « Oui, chef ». Quelque temps plus tard, de retour chez lui, le protagoniste s'assit sur une chaise et déclara à quel point il était fatigué. Il s'était occupé de Jouro avec beaucoup de difficultés, mais ce n'était que le début. Cher lui apporta du thé et lui dit qu'il avait fait du bon travail aujourd'hui. Le protagoniste la remercia et s'excusa d'être venu directement au palais. Elle lui répondit. Il lui semblait qu'il était trop fatigué. Alf acquiesça et dit qu'il avait tant de problèmes à résoudre. Ils avaient réussi à rendre les terres de Jouro à Jürgen, mais maintenant ils devaient trouver comment faire de même avec les autres aristocrates. Ils voulaient trouver un noble en qui ils pourraient avoir confiance. Ils devaient trouver quelqu'un sur qui ils pourraient tous compter. De plus, ils s'inquiétaient des traîtres potentiels comme Géo. Cher lui dit que tout allait bien. Ils étaient avec lui. Il pensa qu'elle avait raison. Peut-être devrait-il leur déléguer une partie du travail. Ils avaient beaucoup à faire. C'est pourquoi ils devaient unir le pays et reprendre le pouvoir. Après un certain temps, l'empereur du royaume de Myst dit à son porte-parole qu'il pouvait parler. Le subordonné s'exclama « Oui, sire. Nous n'avons observé aucune activité suspecte de la part des démons. Le prince elfe du royaume de Jürgen a mené une campagne contre le noble Jarno. » L'empereur remarqua « Wow, plus vite que je ne le pensais. » Il se dit qu'à ce rythme, il restaurerait bientôt complètement son pays et deviendrait un rempart défensif contre les démons. C'était tout simplement le scénario parfait. Le porte-parole poursuivit cependant des rapports étranges provenant des aventuriers envoyés à Jürgen. Il tendit ses notes à l'empereur et le suzerain les lut. Des démons avaient été aperçus, mais il ne semblait pas qu'ils coopéraient. Plus important encore, la maîtresse de guilde était si douce. Elle pouvait faire taire un démon d'un seul mot. Elle était tout simplement la plus forte. Le nom de cette fille était Ch. L'empereur se demanda surpris « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il n'avait pas compté là-dessus. D'ailleurs, qui était cette chère la maîtresse de guilde la plus forte du monde? Elle méritait d'être surveillée de près. Il appela la diplomate Ful. Elle apparut immédiatement et demanda s'il l'avait appelée. Le suzerain lui dit que les aventuriers agissaient étrangement. Dis-lui de vérifier la guilde de Jürgen. Ful répondit humblement comme il l'avait ordonné. En quittant la salle du trône, elle pensa « Apparemment qu'il voulait nous déclarer la guerre. Quel royaume exécrable! » À ce moment-là, un chevalier impérial nommé Har l'interpella et lui dit d'un ton sarcastique. Elle avait décidé de devenir diplomate après avoir obtenu son diplôme de l'académie. Vraiment, la jeune femme lui répondit avec irritation. Elle n'avait pas de temps pour des bavardages futiles. Elle devait se rendre à Jürgen. Le chevalier dit « Au fait, en y pensant, le prince Alf venait de là-bas aussi. Son principal rival académique. Apparemment qu'il avait de meilleures notes. Elle était de l'Empire, c'est pour ça qu'on l'a nommée présidente, n'est-ce pas? » Fru, réprimant de sa colère, lui répondit. « C'est exact. » Incapable de se contenir, elle s'exclama avec colère. Son expression indifférente l'exaspérait au plus haut point. Ardite avec un sourire narquois. Quand une personne réalise le piètre pays qu'elle devra gouverner, son enthousiasme s'estompe. Ce serait bien s'il cédait plus tôt. Après tout ça fait partie de mon travail. Fur rétorqua sèchement, disant qu'il n'avait pas à le mentionner. Elle ajouta qu'il ne devrait pas non plus négliger son propre travail. Il n'apprécia pas son ton autoritaire. Après un moment, Popule dit vexé, « Eh bien, je ne suis plus une enfant. » Le protagoniste, en examinant des documents importants, remarqua qu'ils semblaient compliqués. Elle dit « Oui, en effet. Nous avons eu plus de travail. »
Le protagoniste pensa que les habitants des territoires autrefois gouvernés par Jarno étaient en émoi. Mais grâce aux efforts de Popul, l'humeur du peuple s'était stabilisée. Il semblait très heureux de l'arrivée d'un nouveau souverain, surtout après la politique désastreuse de Jarno. Mais Popul assumait beaucoup trop de travail. Il espérait qu'elle ne s'effondrerait pas d'épuisement. En la regardant gérer la paperasse, le protagoniste lui demanda de ne pas en faire trop. La jeune fille répondit que tout allait bien. Elle aimait simplement son travail et si elle avait des problèmes, elle se tournait vers Jagger. Alf réfléchit perplexe. Ce type avait un visage ordinaire. Il semblait qu'il entretenait une relation particulière. La jeune fille lui tendit un document important et lui dit au passage qu'il devrait s'inquiéter d'autres nobles en plus de Jouro. Ils étaient très vaniteux et gouvernaient le peuple par la force. Elle était un peu inquiète de la prochaine manœuvre de l'Empire. À ce moment-là, leur conversation fut interrompue par un garde qui informa le protagoniste qu'un diplomate de l'Empire était arrivé. Fell et A rentrèrent dans la salle avec leur suite et la jeune fille remercia Alf pour son temps. Popol se dit qu'il valait mieux se souvenir du fils. Le protagoniste regarda le chevalier avec surprise, se demandant où il l'avait déjà vu. Ne s'appelait-il pas Har Hill, avait étudié avec lui et fut à l'académie. Enfin, peu importe. Il leur demanda ce qui les amenait. Fell répondit qu'elle était venue pour observer les aventuriers envoyés par l'Empire. Ils craignent qu'ils ne leur causent des problèmes. Notre héros flaire une arrière-pensée, et il le dit à voix haute. Il déclara que les aventuriers accomplissent leur mission sous la supervision du maître de guilde qui leur est assigné. S'ils veulent contrôler les aventuriers, il leur conseille de confier cette tâche à la maîtresse de guilde. Alf se tourna vers Popol et lui demanda d'appeler Cher. La jeune fille partit exécuter sa demande. Un instant plus tard, la fille du seigneur démon vint à lui accompagner d'un garde. Le protagoniste pensa perplexe. Ils ont envoyé un garde avec elle et un homme aussi costaud. Fu regarda les nouveaux venus et s'exclama avec stupéfaction. Incroyable! Quelle maîtresse de guilde imposante! Le protagoniste gloussa. Imposante, elle se méprenait. La maîtresse de guilde était la jeune fille nommée Shero. Tous les arrivants furent surpris. Notre héros leur dit de ne pas trop s'en faire. Fu fit une remarque déconcertée. C'est son garde du corps. Alf lui-même était perplexe, se demandant qui cela pouvait bien être. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Sa respiration était trop forte. De plus, pour une raison inconnue, il ne regardait que Cher. Il ne pouvait pas voir son visage, mais il était apparemment tout rouge. Il ne se doutait pas que Marinette se cachait derrière l'armure. Shero s'excusa pour son retard. Le garde s'inclina devant le protagoniste et se présenta comme le nouveau venu Osmari. Le protagoniste pensa avec surprise de la magie corporelle. En réponse, il dit « Oh, alors c'est ça ». Il désigna Cher et commença à la présenter par son nom complet. Et soudain abasourdi, il réalisa que Tist était le nom de famille du seigneur démon. De cette manière, il révélerait son statut de démon. Alors Alf utilisa le nom de famille fictif de Cher. La jeune fille fut décontenancée par ces paroles, mais elle finit par se ressaisir, répéta son nom aux nouveaux venus et ajouta qu'elle était ravie de les rencontrer. La diplomate et ses subordonnés échangèrent des salutations.